L'averse soudaine au crépuscule avait laissé la ville trempée et morose. Les gouttes de pluie glissant sur la vitre du VTC semblaient tracer le malaise dans mon âme. J'ai traîné ma valise jusqu'à l'entrée de l'immeuble avec une petite bulle de joie montant en moi. J'avais terminé mon voyage d'affaires un jour plus tôt que prévu. Cette contrat incroyablement difficile avait enfin été signée avec succès. Pendant 10 ans, je m'étais dévoué à mon travail, soutenant financièrement toute la famille, me transformant d'une jeune fille fragile en une femme d'affaires redoutable. Tout cela pour que Charles, mon mari, puisse garder la tête haute devant les autres. Je me suis promis que ce soir, je préparerais un bon dîner réconfortant pour compenser tous les jours où il avait dû manger des plats à emporter. L'épuisement du long vol semblait s'évanouir alors que j'imaginais son sourire en me voyant rentrer plus tôt. Cependant, mes pas s'arrêtèrent net au moment où j'entrais dans le parking familier, juste à la place B15, un emplacement de choix que j'avais payé plus de 50 000 € pour posséder. À cette place privilégiée, au lieu d'attendre ma voiture, reposait une rutilante Peugeot RCZ rouge cerise. J'ai plissé les yeux pour vérifier la plaque d'immatriculation, et une sensation de malaise m'a parcouru comme un frisson. C'était la voiture d'Anaïs, ma belle-sœur. Je me suis demandé, aujourd'hui, nous sommes mardi. Fabien, mon petit frère, supervise un chantier en banlieue. Anaïs devrait être à son bureau ou chez ses parents. Pourquoi viendrait-elle jusqu'ici pendant les heures de travail? Un vague soupçon a germé dans mon esprit, mais je l'ai vite écarté, me rassurant à l'idée qu'elle était peut-être venue demander de l'aide à son beau-frère pour quelque chose d'urgent, ou simplement pour déposer quelque chose pour Fabien. J'ai traîné ma valise vers l'ascenseur. Le crissement des roulettes résonnait dans le silence du garage, étrangement strident. Dans l'ascenseur, j'ai observé mon reflet dans le miroir en acier inoxydable. Une femme de 35 ans dans un tailleur impeccable, mais avec un visage qui montrait déjà l'usure du temps, avec de profondes cernes sous les yeux du aux nuits blanches passées à préparer des projets. J'ai soupiré, me demandant si Charles se rendrait compte à quel point j'avais vieilli, ou si pour lui je n'étais encore qu'une infatigable machine à gagner de l'argent. Les portes de l'ascenseur se sont ouvertes au 18e étage. Le couloir était désert. Seuls mes pas sur le parquet se faisaient entendre. Je me suis approché de notre appartement sur la pointe des pieds, avec l'intention de faire une petite surprise à mon mari. Je n'ai pas sonné ni utilisé la clé. J'ai simplement glissé mon doigt sur le lecteur biométrique. La serrure s'est ouverte avec un léger déclic, comme un soupir. La maison était plongée dans une pénombre silencieuse. Les rideaux tirés, l'air était imprégné du parfum d'huile essentielle de lavande que j'utilisais habituellement. Mais aujourd'hui, il semblait mêlé à une autre odeur, étrange et inconnue. J'ai enlevé mes talons juste au moment où j'allais l'appeler. Un son particulier venant de la chambre principale a fait se nouer ma gorge. Ce n'était pas la télévision ni une conversation normale. C'étaient les gémissements haletants d'une femme mêlés à la respiration lourde et agitée d'un homme. Je me suis figé, raide, comme si on m'avait versé du ciment dessus. Le sang a semblé se glacer dans mes veines, puis bouillir et monter à ma tête. Retenant mon souffle, je me suis approché furtivement de la porte de la chambre, légèrement entr'ouverte. Un mince filet de lumière filtrait de l'intérieur, suffisant pour voir ce qui se passait dans notre lit conjugal, sur les luxueux draps gris anthracite que j'avais moi-même changés avant de partir en voyage. 2 corps étaient enlacés avec une passion débridée, et la femme n'était autre que ma belle-sœur, que j'avais toujours aimée et protégée comme une sœur. La voix de Charles résonna, rauque et chargée de désir, chaque mot comme une aiguille empoisonnée se plantant directement dans mon cœur. Tu es incroyablement pur, bébé. Pas comme ma vieille. La regarder ne m'excite même plus. C'est une femme sèche comme un bâton qui ne sait que gagner de l'argent. Anaïs laissa échapper un petit rire. Sa voix était écœurante de mièvrerie. Et pourtant, tu as une peur bleue d'elle. Et si elle rentrait à l'improviste? Charles rit avec mépris. Peur de quoi? Elle a dit qu'elle revenait demain. Et si elle apparaissait, je lui dirais que tu es venu demander de l'aide pour réparer une canalisation. Cette femme stupide croit tout. Elle me croit aveuglément. Mes oreilles bourdonnaient. J'ai senti le sol s'enfoncer sous mes pieds. J'ai dû me couvrir la bouche fermement pour ne pas m'étouffer d'un sanglot. 10 ans de ma jeunesse, 10 ans de sacrifice. Et qu'est-ce que j'ai reçu en retour? Le mot « stupide » et cette trahison infâme. La rage m'a consumé. Je voulais me jeter sur eux et détruire cette paire d'adultères. Mais la logique d'une femme d'affaires m'a retenu à la dernière seconde. Tremblante, j'ai sorti mon téléphone de la poche de ma veste,
activer le mode vidéo et viser l'objectif à travers la fente étroite. 2 minutes. Je n'avais besoin que de 2 minutes pour enregistrer toute la vérité, brute et sale. 2 minutes pour enterrer le mariage que j'avais autrefois vénéré. Quand j'ai fini d'enregistrer, j'ai reculé en silence, attrapé ma valise, fermé doucement la porte d'entrée et quitté la maison comme un fantôme, emportant avec moi un cœur brisé. Je ne sais pas comment je suis sorti de l'immeuble. Je sais seulement qu'assise dans le VTC, tout mon corps tremblait comme si j'avais le paludisme. J'ai demandé au chauffeur de m'emmener chez Michel, ma meilleure amie et avocate, la seule personne en qui je pouvais avoir confiance à ce moment-là. J'avais peur que si je restais seul, je ferais une folie ou m'effondrerais complètement. Michel m'a accueilli avec un regard d'horreur, me voyant planté à sa porte avec une valise et un visage pâle, sans une goutte de sang. Quand je lui ai montré la vidéo de 2 minutes, elle, connue pour son sang-froid et sa perspicacité au tribunal, n'a pas pu s'empêcher de laisser échapper une malédiction pleine d'amertume. Michel a serré ma main fermement. Ses yeux brûlaient, mais sa voix était incroyablement ferme. « Hélène, écoute-moi bien. Ne fais surtout pas de scène. Si tu le fais, tu perds. Tu perdras ta dignité et tes biens. Tu dois garder ton calme. Fais en sorte qu'ils se ruinent eux-mêmes. Fais-les partir les mains vides. Compris ?» Les mots de Michel furent comme un seau d'eau glacée qui me redonna un peu de raison. Elle avait raison. Je suis Hélène, une femme qui s'est battue dans le monde des affaires pendant des années. Je ne pouvais pas laisser mes émotions me détruire maintenant. Ils avaient piétiné ma fierté, nos liens familiaux et mon mariage. Je leur rendrais cette douleur multipliée par 10. Après m'être reposé quelques heures chez Michel pour reprendre des forces, je me suis maquillé avec soin pour cacher mes yeux gonflés et mon visage décharné. Puis j'ai ramené ma valise à la maison, alors que la nuit était complètement tombée. J'ai pris une profonde inspiration devant la porte, me disant que j'allais entrer sur une grande scène et que je devais être la meilleure des actrices. J'ai ouvert la porte, cette fois en faisant du bruit exprès, et j'ai appelé fort, « Chérie, je suis à la maison. Tu m'as tellement manqué. » Il y eut un silence bref et troublant, suivi du bruit de pas précipités. Charles est apparu de la chambre, déjà vêtu d'un pyjama impeccable, mais avec les cheveux encore un peu en désordre et une pointe de panique sur le visage qu'il n'avait pas réussi à cacher. Il a couru vers moi pour prendre ma valise, souriant jusqu'aux oreilles, bien que ses yeux n'aient cessé de scruter mon expression. « Waouh, tu n'avais pas dit que tu rentrais demain. Quelle surprise. Pourquoi ne m'as-tu pas appelé pour que je vienne te chercher ?» J'ai souri, un sourire qui me semblait écœurant de fausseté, en lui caressant le bras. Le projet s'est terminé plus tôt. J'ai changé mon billet pour revenir. Je voulais faire une surprise à mon amour. Tu n'es pas content ? Charles m'a serré dans ses bras avec un rire forcé. Bien sûr que je suis content. Que ma femme rentre à la maison est la meilleure chose qui puisse m'arriver. Tu m'as manqué à mourir. Son étreinte m'a fait frissonner, mais je suis resté immobile. Mon intuition aiguisée de femme a immédiatement détecté quelque chose d'anormal. Bien que Charles ait ouvert toutes les fenêtres pour aérer et probablement vaporiser une demi-bombe de désodorisant, l'arôme doux et intense d'un parfum très spécifique flottait encore dans l'air. Coco Mademoiselle était le parfum signature d'Anaïs, et je lui avais moi-même offert ce flacon pour son anniversaire l'année dernière. Ce parfum était maintenant une preuve irréfutable, la preuve de sa présence dans cette maison, sur le corps de mon mari, et probablement dans mon propre lit. Je me suis détaché de son étreinte, feignant l'épuisement, et je me suis dirigé vers la chambre. Je suis épuisé. Je vais prendre une douche et aller dormir. En entrant dans la pièce, la première chose qui a attiré mon attention fut un ordre presque surnaturel. Et ce qui m'a le plus surprise, ce sont les draps. Je me souvenais parfaitement d'avoir mis une parure de drap en tencel gris anthracite avant de partir. Mais maintenant, à leur place, il y avait une parure en coton rose pastel bon marché que j'avais bannie au fond du placard il y a longtemps. Je me suis tourné vers Charles avec une expression de surprise feinte. « Tiens, pourquoi as-tu changé les draps ? Je venais juste de mettre les autres. » Charles sursauta et balbutia quelques secondes avant de donner une explication rapide. « Oh, oui. Cet après-midi, en regardant la télé, j'ai renversé une tasse de café sur le lit et ça a tout taché. Alors, je les ai mis à la machine. J'ai sorti cela pour dépanner. Un mensonge si maladroit que même un enfant l'aurait découvert, mais j'ai simplement hoché la tête avec un léger sourire. Waouh, tu es si maladroit. Bon, je les changerai à nouveau demain.
Je suis entré dans la salle de bain, j'ai verrouillé la porte et j'ai mis la douche à fond. Sous le jet d'eau, je n'ai pas pleuré. Je me suis regardé dans le miroir avec des yeux secs et froids. Dans le silence de la nuit, le tic-tac de l'horloge murale résonnait. Chaque battement sec était comme un coup de marteau sur mon cœur saignant. Charles dormait à côté de moi. Sa respiration était régulière. Ce large dos que je considérais autrefois comme mon plus grand refuge me semblait maintenant étrange et terriblement froid. Je me suis recroquevillé au bord du lit, essayant de me faire la plus petite possible pour ne pas frôler sa peau. La sensation de dégoût que j'éprouvais depuis l'après-midi était toujours collée à moi comme une couche de boue impossible à laver. Je suis resté les yeux ouverts, fixant le plafond sombre, me demandant comment une personne pouvait changer autant en si peu de temps. 10 ans à tout partager. Ne valait-il pas plus qu'un moment de plaisir fugace? J'ai attendu que l'horloge sonne 2 heures du matin. Les ronflements de Charles sont devenus plus profonds et constants. J'ai su que mon moment était arrivé. Retenant ma respiration, je me suis retourné avec des mouvements lents et prudents, comme une voleuse agissant dans sa propre maison. La lumière de la table de chevet éclairait le visage de Charles. Il dormait paisiblement, sans aucune trace de culpabilité ou d'inquiétude. Cela n'a fait qu'attiser la fureur en moi. Avec un soin extrême, j'ai pris sa main, la même main que j'avais serrée fort le jour de notre mariage. Maintenant, je l'utilisais pour déverrouiller son téléphone, qui était sur la table de chevet. L'écran s'est allumé, sa lumière bleutée projetant une lueur glaciale sur mon visage. Rapidement, j'ai baissé le volume et j'ai commencé mon enquête silencieuse. WhatsApp, Instagram, messages textes, tout était impeccable, comme une page blanche. Pas une seule trace, pas un message suspect. Cette propreté parfaite était la preuve de sa préparation méticuleuse. Mais je n'étais pas une femme naïve facile à tromper. Je connaissais trop bien les astuces des hommes qui veulent cacher des secrets. Je suis allé dans les paramètres des applications, à la recherche de dossiers cachés habilement déguisés en logiciels de gestion de travail et, bien sûr, une messagerie sécurisée est apparue, nécessitant un mot de passe numérique. J'ai essayé sa date de naissance, sans succès. Notre anniversaire de mariage n'a pas fonctionné non plus. Finalement, j'ai entré la date de naissance d'Anaïs. L'écran s'est déverrouillé instantanément, révélant une avalanche de messages. Les images étaient si vulgaires que j'ai dû fermer les yeux pour réprimer la nausée. Mais ce n'était pas tout. Tremblante, j'ai accédé à son application bancaire, où je lui avais fait confiance pour gérer ses dépenses personnelles. L'historique des transactions est apparu comme une sentence écrasante. Les chiffres dansaient devant mes yeux, et j'ai eu l'impression que quelqu'un me serrait le cœur. Virement de 5 000 €, concept, pour mon bébé. Virement de 13 000 €, concept, une vie à tes côtés. Ces chiffres, code d'amour d'adolescent, étaient maintenant utilisés par mon mari, un homme de 40 ans, pour séduire sa belle-sœur. Et le pire, une transaction de la semaine dernière, un paiement par carte de crédit de 10 000 € dans une bijouterie de luxe. Je me suis souvenu de ce jour où Charles était rentré à la maison avec une mine d'enterrement, se plaignant que l'entreprise allait mal, que les primes avaient été réduites et qu'il ne pouvait pas me donner d'argent pour les dépenses du ménage ce mois-là. À ce moment-là, par pitié pour lui, je l'avais cru pour qu'il ne se sente pas sous pression. Non seulement je ne lui ai rien demandé, mais je lui ai viré de l'argent sur son compte pour qu'il soit plus à l'aise. Il s'est avéré que ma générosité et ma confiance avaient servi à ce qu'il détourne les comptes familiaux pour acheter des bijoux coûteux à sa maîtresse. J'ai fait des captures d'écran de tout, de chaque message, de chaque virement. Mes mains tremblaient tellement que j'ai failli laisser tomber le téléphone. Après avoir envoyé toutes les preuves sur mon propre mobile et effacé toute trace de mon accès, j'ai remis son téléphone à sa place. Je me suis recouché, mais mon corps était gelé comme si je venais de sortir d'une chambre froide. Le lendemain matin, je me suis levé plus tôt que d'habitude et j'ai préparé un petit déjeuner complet comme toujours, mais mon cœur était complètement froid. Charles est sorti de la chambre en s'étirant et en bâillant. En me voyant mettre la table, il a souri. Quelle femme travailleuse. Le petit déjeuner est déjà prêt. Je lui ai servi un bol de café au lait et l'ai placé devant lui. J'ai essayé de faire en sorte que ma voix paraisse normale, mais mes yeux, aiguisés comme des couteaux, le scrutinaient. Mange pendant que c'est chaud. Tiens, au fait, hier en rentrant, j'ai vu la voiture d'Anaïs garée à notre place. Bizarre, non? Fabien n'était pas là. Qu'est-ce qu'elle faisait ici pendant les heures de bureau? Je pensais qu'elle travaillait. Charles, qui portait une cuillère à sa bouche,
sursauta si fort que la cuillère tomba avec un bruit sec dans le bol, éclaboussant la table. Son visage pâlit instantanément. Il se pencha précipitamment pour la ramasser, cachant sa nervosité. Oh, oui. Je suppose qu'elle est venue déposer quelque chose pour Fabien. Je ne sais pas, honnêtement. J'étais coincé au bureau toute la journée. J'ai observé sa maladresse, ressentant une amertume indescriptible. Cet homme que j'avais autrefois considéré comme mon tout n'était plus qu'un menteur maladroit et lâche. J'ai souri, un sourire fané. Ah, d'accord. Je pensais que tu saurais. Le gardien m'a dit que sa voiture était garée là depuis longtemps, tout l'après-midi. Charles se tut brusquement, mangeant la tête baissée, n'osant même pas me regarder une seule fois. L'atmosphère du petit déjeuner devint dense, lourde, comme si une dalle nous écrasait la poitrine. Après l'incident de la cuillère, Charles est devenu beaucoup plus prudent. Il marchait sur la pointe des pieds, parlait à voix basse et me jetait constamment des regards de côté. Chaque fois que je prenais mon téléphone, son corps se tendait. Je savais que la proie commençait à sentir le danger, mais le piège que j'avais tendu ne faisait que commencer à se refermer. Ce soir-là, je suis rentré plus tard que d'habitude exprès, pour qu'il attende le dîner avec anxiété. Quand je suis entré, le dîner était froid, et il était assis sur le canapé avec une expression de malaise. En me voyant, il s'est levé d'un bond pour réchauffer la nourriture. Cette gentillesse excessive me semblait encore plus répugnante, car je savais que derrière cette fausse prévenance se cachait un univers de culpabilité. Pendant le dîner, alors que je lui servais un morceau de poisson dans son assiette, j'ai laissé tomber une question en l'air, légère comme une brise. Chérie, tu dors mal ces derniers temps. Tu as mauvaise mine. Charles s'arrêta un instant puis força un sourire. Eh bien, parfois j'ai beaucoup de stress au travail. C'est un peu difficile de dormir. Pourquoi tu demandes? J'ai posé mes couverts et les regardé droit dans les yeux. Mon regard n'était plus celui d'une douce épouse. Il contenait une suspicion acérée. C'est juste que, aujourd'hui, quand je suis allé éteindre la lumière, le gardien m'a arrêté pour me demander quelque chose. Il dit que les nuits où j'étais absente, il t'a vu partir avec la voiture au milieu de la nuit et revenir presque à l'aube. Je lui ai dit qu'il se trompait sûrement, que tu dors comme une bûche, mais il a insisté, il a vu la plaque d'immatriculation de notre voiture. Le visage de Charles passa du rouge au blanc pâle. Il faillit s'étouffer avec la bouchée qu'il mâchait. Il attrapa le verre d'eau et but une longue gorgée pour se calmer. Ses yeux bougeaient sans arrêt, évitant mon regard direct. Des perles de sueur commencèrent à apparaître sur son front, même si la climatisation était réglée sur 22 degrés. Ce gardien, il est probablement vieux et il voit des choses. Où irais-je à ces heures-là? Quelle absurdité! Sa voix était devenue anormalement aiguë, un signe clair de quelqu'un qui se sent découvert et essaie de dissimuler la vérité. J'ai soupiré, feignant une véritable inquiétude, et j'ai posé ma main sur son front. Je lui ai dit ça aussi, mais il me l'a décrit en détail. Il a dit que la voiture se dirigeait vers la banlieue. Je commence à m'inquiéter. Et si tu étais somnambule? J'ai lu dans le journal que beaucoup de gens stressés font des choses inconscientes la nuit et ne se souviennent de rien le matin. Et si on allait chez le médecin demain? C'est dangereux. S'il t'arrive quelque chose sur la route, que deviendrais-je? Mes paroles, chargées d'une sollicitude apparente, étaient en fait des pinces qui serraient son esprit terrifié. J'exécutais mon plan pour planter dans sa tête la peur que ses escapades secrètes aient été découvertes, mais sous une apparence d'innocence. Charles repoussa ma main, visiblement contrarié, et se leva pour faire les 100 pas dans le salon. Non, non, ce n'est pas nécessaire. C'est sûrement que je suis somnambule. Ces derniers temps, je suis très tendu. Je vais me réguler. Je boirai une tisane et c'est tout. Pas besoin de dépenser de l'argent chez les médecins. Je suivis son dos du regard, souriant intérieurement. S'il s'accrochait à une excuse aussi ridicule que le somnambulisme, cela signifiait que la peur avait déjà vaincu son raisonnement. J'ai continué avec un autre coup psychologique. Bon, sois très prudent. J'ai entendu dire que si on réveille un somnambule brusquement, il peut subir un choc. Et le gardien m'a aussi dit qu'une de ces nuits, il a cru voir ta voiture près du quartier de la maison d'Anaïs. Je suppose que tu t'inquiétais qu'elle soit seule et que tu es passé voir comment elle allait, n'est-ce pas? Tu es si prévenant. Ma dernière phrase fut comme un coup de poignard fatal. Charles resta pétrifié.
Il se retourna brusquement pour me regarder avec des yeux exorbités de panique. Quoi? Ce n'est pas vrai. N'écoute pas de bêtises. Je vais dormir. J'ai mal à la tête. Sur ce, il s'enfuit dans la chambre comme un fugitif et claqua la porte. Je suis resté seul devant le dîner à moitié terminé. J'ai pris une gorgée de soupe froide. Un goût amer se répandit dans ma bouche. Sa peur était exactement ce que je voulais voir. Je voulais qu'il vive avec une angoisse constante, incapable de manger ou de dormir en paix, tout comme moi à ce moment-là. Cette nuit-là, Charles s'est agité dans son lit sans pouvoir dormir. Il se retournait encore et prenait parfois secrètement son téléphone pour taper un message qu'il effaçait rapidement. Je lui tournais le dos, faisant semblant de dormir profondément, mais j'écoutais chacune de ses respirations laborieuses. Je savais que ces messages étaient pour Anaïs, pour l'avertir du danger et planifier une stratégie. Continuez à vous inquiéter, continuez à planifier, pensais-je, car plus vous vous débattrez, plus vous vous enfoncerez dans la boue que je vous ai préparée. La nuit enveloppait la pièce, mais en moi, une flamme de vengeance brûlait, éclairant les coins les plus sombres de ce mariage. Le lendemain matin, j'ai quitté la maison plus tôt que d'habitude sous prétexte d'une réunion importante. En réalité, j'avais rendez-vous avec le détective privé que Michel m'avait recommandé. Le café, situé dans une ruelle calme, était complètement isolé de l'agitation de la ville. Le détective m'a tendu une épaisse enveloppe brune, me regardant avec un mélange de compassion et de pitié. J'ai pris une profonde inspiration et, les mains tremblantes, j'ai ouvert l'enveloppe. Bien que je me sois préparé mentalement, en voyant les photos à l'intérieur, j'ai eu l'impression que quelqu'un m'avait donné un coup de poing dans la poitrine, une douleur qui m'a coupé le souffle. Il s'est avéré qu'il n'avait pas besoin d'attendre la nuit ou mes voyages d'affaires. Charles et Anaïs avaient transformé leur pause déjeuner en leur moment idéal pour des rendez-vous. Sur ces photographies nettes, ils étaient assis dans des cafés discrets, se tenant la main, se regardant avec la même passion que deux amoureux débutants. Sur une photo, Charles essuyait la bouche d'Anaïs avec tendresse. Le sourire sur son visage était si radieux et doux que j'en suis resté stupéfaite. Il ne m'avait pas souri comme ça depuis longtemps. Il y avait d'autres photos où ils entraient ensemble dans un motel de passe caché dans une ruelle et en sortaient une heure plus tard, l'air satisfait et les vêtements en désordre. J'ai parcouru les photos une par une. Chacune était une preuve irréfutable de la trahison infâme des deux personnes les plus proches de moi. Non seulement ils me trompaient, moi et Fabien, mais ils piétinaient la morale la plus élémentaire en plein jour. Je me suis souvenu des fois où j'avais appelé Charles à midi et où il chuchotait qu'il était en réunion ou qu'il faisait une sieste au bureau parce qu'il était épuisé. Il s'est avéré que son épuisement venait de ses services à sa maîtresse. Le dégoût m'a envahi. J'avais la nausée en pensant que j'avais partagé un lit avec cet homme, que je lui avais fait confiance aveuglément. J'ai mis les photos dans mon sac, j'ai payé le détective et je suis allé au bureau. J'ai passé toute la journée à travailler comme un automate, essayant de m'enfouir sous la paperasse pour ne pas penser à ces images sales. Le soir, en rentrant à la maison, Charles a de nouveau joué le rôle du mari exemplaire. Il est sorti m'accueillir avec enthousiasme, me demandant si j'étais fatigué, si je voulais qu'il prépare quelque chose de spécial pour le dîner. En voyant son visage hypocrite, j'avais juste envie de lui crier au visage que je savais tout, mais je me suis retenu. Je suis un peu fatigué. Ce doit être le changement de temps. Dîne si tu veux. Je vais me reposer un peu. Charles a semblé déçu, mais a insisté pour paraître attentif. Il m'a suivi jusqu'à la chambre, s'est assis au bord du lit et a levé la main pour me masser les épaules. Laisse-moi te faire un massage. Tu travailles trop dur pour cette maison. Dès que sa main a touché mon épaule, j'ai frémi et je me suis écarté comme s'il avait touché quelque chose de répugnant. Ma réaction instinctive l'a laissé paralysé, les mains suspendues dans les airs. Non, chérie, j'ai très mal au corps. Ne me touche pas, laisse-moi m'allonger un moment et ça passera. Je me suis empressé de trouver une excuse, me couvrant avec la couverture pour cacher le dégoût dessiné sur mon visage. Charles a retiré sa main avec une ombre de doute dans les yeux qui s'est rapidement transformée en résignation. D'accord, eh bien, repose-toi. Je vais regarder la télé pour te laisser dormir. Quand la porte s'est fermée, j'ai enfin pu reprendre mon souffle. Les larmes ont jailli, trempant l'oreiller. Je ne pleurais pas pour lui. Je pleurais pour moi. Pour mes 10 ans de jeunesse gâchés pour la mauvaise personne. La sensation d'être trahi, d'être rabaissé, fait plus mal que n'importe quelle blessure physique. Elle rongeait mon âme petit à petit,
me transformant d'une femme pleine d'amour en un iceberg. Cette nuit-là, Charles s'est remis au lit et a essayé de me serrer par derrière. Son souffle chaud sur ma nuque m'a donné la chair de poule. Ses mains ont commencé à me chercher, en quête d'intimité, mais mon corps s'est raidi. J'ai repoussé sa main fermement. Je t'ai dit que j'étais fatigué. Laisse-moi dormir. Charles a soupiré profondément, s'est retourné et a marmonné quelque chose, clairement insatisfait. Je suis resté immobile, les yeux ouverts dans l'obscurité, écoutant ses soupirs. Mon cœur était un bloc de glace. Le contact physique avec lui était devenu une torture. Je ne pouvais pas supporter de partager un lit avec un homme qui venait de se rouler avec une autre femme, qui était aussi ma belle-sœur. La distanciation physique était le premier signe que ce mariage était cliniquement mort. Mais Charles, dans son arrogance, croyant sa tromperie parfaite, ne s'était toujours pas rendu compte du danger qui planait sur lui. Il continuait de penser que ma fatigue était temporaire ou que j'étais en colère pour une bêtise. Il ne savait pas que j'accumulais des preuves, que j'accumulais de la haine pour lui préparer le plus terrible des châtiments. Ses déjeuners, ses mains jointes en secret. Tout ferait partie de la sentence que je lui avais réservée. Et ce jour n'était pas loin. Avec les preuves d'infidélité en ma possession, j'ai décidé de passer à la phase suivante de mon plan, examiner le système sanguin de notre mariage, les finances. Je savais que Charles accordait une énorme valeur à l'argent. Il était avec moi en partie parce que j'étais le principal soutien économique de la maison, alors que sa carrière était médiocre et dépendait de mon influence pour obtenir des contacts. Je devais confirmer combien d'argent familial il avait détourné pour entretenir sa maîtresse. Et plus important encore, je voulais voir sa réaction quand je le coincerais sur le sujet de l'argent. Un soir de week-end, j'ai préparé un dîner plus élaboré que d'habitude. Je lui ai servi un verre de vin et j'ai créé une atmosphère détendue et joyeuse. Quand Charles était déjà un peu éméché, le visage rouge et parlant sans cesse de plans grandioses, j'ai commencé à parler doucement. « Chérie, aujourd'hui je suis allé voir un terrain en banlieue. Il est magnifique, un excellent emplacement, et le prix est une aubaine car le propriétaire a un besoin urgent d'argent. Je pensais retirer nos économies communes pour verser un acompte. Ce serait dommage de laisser passer une opportunité comme celle-ci. » Pendant que je parlais, j'observais attentivement son expression. Comme je m'y attendais, le sourire a disparu de son visage instantanément. Le verre de vin qu'il tenait trembla légèrement. Ses yeux, embrumés par l'alcool, devinrent soudainement lucides et alarmés. Il posa le verre sur la table, déglutit difficilement et balbutia. « Un terrain ? Le marché est gelé en ce moment. Acheter maintenant est ruineux. Et pourquoi veux-tu retirer l'argent si soudainement sans me consulter d'abord ? » J'ai souri d'une voix douce mais ferme. Précisément parce que c'est une aubaine. Je te consulte. L'argent à la banque ne rapporte presque rien. Investir dans la terre, c'est ce qui rapporte. Nous irons à la banque ensemble demain. D'accord ? Nous retirerons environ 100 000 € et nous verrons pour le reste. En entendant le chiffre de 100 000 €, son visage changea de couleur et la sueur commença à perler sur son front. 100 000 ? Calme-toi un peu. C'est juste que... En fait... Il hésita, ses yeux cherchant désespérément une excuse plausible. En fait, quoi, les yeux pressés, mon regard acéré pénétrant sa conscience. Charles prit une profonde inspiration et lâcha le mensonge que j'avais déjà prévu. En fait, j'ai mis toutes les économies en bourse. Le marché s'est effondré et je suis coincé. Je ne peux pas vendre maintenant. Si nous vendons, nous perdrons beaucoup, presque la moitié. Donne-moi un peu de temps pour voir si le marché se redresse. L'excuse de la bourse, un classique des maris qui dépensent l'argent de la famille en secret. Je savais pertinemment qu'il n'avait jamais investi en bourse, ou s'il l'avait fait, c'était avec des montants insignifiants. Je savais par mes propres enquêtes qu'il avait retiré cet argent petit à petit, le transférant sur un compte secret d'où il coulait dans les poches d'Anaïs, où était utilisé pour payer les mensualités d'un petit appartement au nom de sa mère. Mais j'ai fait semblant de le croire, soupirant d'un air déçu. Mon Dieu, pourquoi fais-tu ces choses sans me le dire ? C'est l'argent que nous avons épargné pendant des années, et maintenant tu dis que nous avons perdu la moitié. C'était très imprudent. Voyant que je semblais l'avoir cru, Charles soupira de soulagement et prit ma main pour se justifier. Je voulais juste gagner un peu plus pour notre avenir. Vraiment, je ne m'attendais pas à avoir une telle malchance. Allez, ne sois pas en colère.
Je te promets que dès que je récupérerai ce qui a été investi, je retirerai tout et je te le donnerai à gérer. D'accord ? J'ai regardé son visage suppliant et lâche, ressentant un mépris immense. L'avenir dont il parlait était en fait le sien et celui de sa maîtresse, construit sur ma sueur et mes larmes. J'ai retiré ma main et je me suis levé froidement pour débarrasser les assiettes. Très bien, débrouille-toi, mais sache que je ne vais pas pardonner la perte de cet argent. Je laisse passer pour cette fois, mais que je ne découvre pas que tu me caches autre chose. Je lui ai tourné le dos et je suis allé à la cuisine, le laissant assis là avec une expression de soulagement mêlée de malaise. Il pensait m'avoir trompé, qu'il s'en était tiré, mais il ne savait pas que cette excuse de la bourse venait de sceller sa condamnation. J'avais déjà confirmé ce que je devais savoir. L'argent avait disparu, et la confiance était épuisée. La trahison était maintenant totale, englobant le corps, les sentiments et les finances. Il avait pris tout ce qui était à nous pour nourrir une relation illicite. Cette nuit-là, en écoutant les soupirs de Charles, mon esprit n'abritait plus de plan de réconciliation. À leur place se trouvaient des chiffres, des démarches légales pour récupérer ce qui m'appartenait. Je récupérerais mon argent jusqu'au dernier centime, et le prix qu'il paierait ne serait pas seulement monétaire. Il inclurait l'honneur et la carrière qu'il convoitait tant. Ce week-end-là, un vent froid du nord apporta l'hiver, se faufilant dans tous les coins de la ville. Mais le froid du temps ne pouvait se comparer à la glace dans mon cœur. Mes parents ont appelé en disant que ça faisait longtemps que nous ne nous étions pas tous réunis et qu'ils voulaient que nous venions déjeuner pour nous réchauffer. J'ai accepté immédiatement. Dans mon esprit, je calculais déjà que ce serait la scène parfaite pour le prochain acte de ma pièce. Quand Charles et moi sommes arrivés, Fabien et Anaïs venaient d'arriver aussi. Fabien, comme toujours, simple, dans une veste en jean usée et les mains rugueuses par le travail de construction, portait plusieurs sacs de fruits pour mes parents. En voyant mon frère, si travailleur et au bon cœur, puis Anaïs à ses côtés, j'ai ressenti une pointe de douleur et de rage. Anaïs était spectaculairement habillée aujourd'hui, très différente de son apparence habituelle. Elle portait une robe en laine moulante qui mettait en valeur ses courbes, un manteau de couleur crème et un maquillage parfait qui soulignait sa beauté. Mais ce qui a le plus attiré mon attention, ce n'était pas son apparence, mais l'objet qui brillait à son cou sous la lumière du salon. C'était un collier en or blanc avec un petit diamant qui dégageait une lumière captivante et coûteuse. Je l'ai reconnu instantanément. C'était le résultat de cette transaction de 10 000 € à la bijouterie de luxe que j'avais vue sur le relevé bancaire de Charles. L'argent qu'il m'avait dit ne pas avoir parce que sa prime avait été réduite. Le repas s'est déroulé dans une atmosphère animée. Mes parents étaient heureux de voir toute la famille réunie. Fabien n'arrêtait pas de servir de la nourriture à sa femme, de lui éplucher des crevettes, la regardant avec un amour et une fierté débordants. Mon frère naïf ne savait pas que la femme dont il s'occupait avec une telle dévotion portait autour du cou la preuve d'une trahison achetée avec la sueur et les larmes de sa propre sœur et de son beau-frère. J'ai avalé la nourriture comme si c'était des pierres, avec une boule dans la gorge, mais j'ai continué à sourire avec le sourire le plus serein que je pouvais feindre. Quand tout le monde eut mangé et fut détendu, j'ai posé mes couverts et, comme si je venais de le découvrir, j'ai regardé Anaïs et je me suis exclamé avec admiration, « Quel magnifique collier, Anaïs !» On voit à des kilomètres que c'est de la bonne qualité. Ce design est très tendance. Tu viens de l'acheter ? Ma question fut comme une pierre jetée dans un lac calme, créant des ondes sur toute la table. Tous les regards se sont tournés vers le cou d'Anaïs. Charles, qui était à côté de moi, s'est figé, son verre à la main. Son visage a perdu sa couleur. Il s'est penché en toussant pour cacher sa panique. Anaïs a sursauté et a instinctivement porté la main à son collier. Elle a regardé rapidement Charles, cherchant de l'aide, mais n'a trouvé que sa dérobade lâche. Elle a balbutié, son sourire devenant forcé et étrange. Mais non, Hélène. C'est de la pacotille. Je l'ai acheté en ligne pour m'amuser. C'est super bon marché. Où aurais-je l'argent pour acheter quelque chose de vrai ? Vraiment, m'exclamai-je avec un ton de fausse déception, mais avec un regard froid comme l'acier. Ah bon, on aurait dit un vrai diamant avec cet éclat. Mais ça te va parfaitement. Ça te donne un air très élégant, n'est-ce pas, Fabien ? Fabien, qui était en train de manger, a levé les yeux et a souri jusqu'aux oreilles en hochant la tête. Oui, tout va bien à ma femme. Je lui dis de ne pas porter autant de faux bijoux, de peur qu'elle ait une allergie, mais elle adore ça. La réponse innocente de Fabien m'a fait encore plus mal. Anaïs a soupiré de soulagement,
voyant que son mari ne se doutait de rien, mais elle n'osait pas me regarder dans les yeux. Je me suis tourné vers Charles et lui ai tapoté l'épaule d'un ton doux mais plein d'intention. « Regarde, chérie, ta belle-sœur est magnifique même avec des bijoux de pacotille, et moi, par contre, je ne porte jamais rien. Pourquoi ne m'en achèterais-tu pas un comme ça un de ces jours? J'adore ce style. » Charles sursauta. La sueur perlait sur son front malgré le froid. Il rit nerveusement. Sa voix tremblait. « Oui, oui. Je verrai si j'ai de l'argent et je te l'achèterai. Allez, mange. La soupe va refroidir. » J'ai observé le tableau pathétique des deux traîtres en souriant intérieurement. Continuez à jouer la comédie. Continuez à mentir. Ce collier est peut-être faux dans les mensonges d'Anaïs, mais votre culpabilité était réelle. Votre audace était réelle. J'ai mis un morceau de poulet dans l'assiette de Charles avec le geste affectueux d'une épouse dévouée. Mais dans mon cœur, l'amour d'une femme était mort à l'instant où j'ai vu la peur dans ses yeux. Les jours suivants, j'ai maintenu une attitude étrangement calme, mais à l'intérieur, je calculais méticuleusement mon prochain mouvement. Je savais qu'attaquer leurs finances ou leurs sentiments ne suffisait pas. Je devais frapper là où ça faisait mal à Charles, sa fierté, sa réputation. L'occasion s'est présentée lorsque son entreprise a organisé le gala annuel d'appréciation des clients. C'était un événement important auquel assistaient tous les cadres avec leurs conjoints. Et bien sûr, moi, en tant qu'épouse d'un chef de département, j'étais invité pour maintenir les apparences. J'ai choisi une élégante robe de soirée bleu marine et un maquillage séduisant. Je voulais être éblouissante, non pas pour regagner l'attention de Charles, mais pour que tout le monde voie à quel point la femme qu'il trompait était parfaite. À la fête, au milieu d'une musique douce et du scintillement des lustres, j'ai rapidement identifié ma cible, Madame Dubois, l'épouse du directeur adjoint. Madame Dubois était connue pour être le haut-parleur de l'entreprise, une femme qui aimait les commérages et cherchait toujours des nouvelles croustillantes pour animer ses thés de l'après-midi. Un verre de vin à la main, je me suis approché d'elle alors qu'elle exhibait sa nouvelle bague en émeraude. Après quelques minutes de conversation banale sur la mode et la beauté, j'ai soupiré d'un air mélancolique. Madame Dubois, astucieuse, l'a remarqué immédiatement, s'est penchée et a chuchoté avec curiosité, « Qu'est-ce qui ne va pas, Hélène? Tu n'as pas l'air très heureuse. Ce bon vieux Charles t'a fait quelque chose ?» J'ai regardé autour de moi comme si je craignais que quelqu'un nous entende, et je l'ai entraîné dans un coin plus discret, parlant à voix basse avec un ton de confiance et d'inquiétude. « Oh, Madame Dubois, je vous le dis parce que je vous considère comme une sœur. S'il vous plaît, ne le dites à personne. C'est si embarrassant. » Les yeux de Madame Dubois se sont illuminés comme des phares. Elle a hoché la tête à plusieurs reprises. « Ma chère, bien sûr. Juste entre nous. Mes lèvres sont scellées. Ce que vous me dites ira dans la tombe avec moi. » Je me suis mordu la lèvre, hésitant un instant avant de parler. C'est juste que ces derniers temps, je suis très inquiète. Les jours où je voyageais, le gardien de mon immeuble m'a dit qu'il avait vu la voiture de mon mari partir à l'aube et revenir presque au lever du soleil. Et le plus étrange, c'est qu'il y avait toujours une femme sur le siège passager. Je fais confiance à mon mari aveuglément. Il est très bon et un peu ennuyeux, mais j'ai entendu des rumeurs. On dit que la silhouette de cette femme était très familière, qu'elle ressemblait à ma belle-sœur. Madame Dubois est restée bouche bée. Elle a failli laisser tomber son verre de vin. Elle a balbutié. « Quoi? Votre belle-sœur? Mais vous êtes sûr? Quel scandale! » Je me suis empressé de faire des gestes de la main avec un visage paniqué, comme si cela m'avait échappé. Oh non, ce ne sont que des rumeurs. Les gens se sont sûrement trompés. Ou peut-être que Charles l'emmenait quelque part en chemin. Ils sont de la famille. S'il vous plaît, ne pensez pas de mal de lui. Je suis juste inquiète que les mauvaises langues lui fassent du mal dans l'entreprise. Plus je le défendais, plus Madame Dubois était convaincue du complot. Elle m'a tapoté le bras avec un regard de compassion mêlé à l'excitation d'avoir un scoop. « Oh, ma pauvre. Vous êtes si bonne. Vous êtes naïve. De nos jours, on ne peut faire confiance à personne, et encore moins quand le feu est près de la paille. Ne vous inquiétez pas. Je garderai un œil ouvert pour voir s'il n'y a pas une effrontée qui rôde autour de votre mari. » Les larmes aux yeux, je les remerciai tout en souriant intérieurement avec dédain. Je connaissais parfaitement Madame Dubois. Dès que je tournerais le dos,
elle embellirait l'histoire et la raconterait à au moins 10 autres personnes pendant la fête, en commençant par son classique « Je vais vous dire quelque chose, mais ne le dites à personne ». La rumeur se propagerait comme un vent toxique, semant le doute et le mépris sur la tête de Charles. Ce soir-là, en marchant bras dessus, bras dessous avec mon mari, recevant des compliments sur notre bonheur et notre belle apparence, je sentais les regards et les chuchotements derrière notre dos, les rires chargés de sous-entendus. Charles, ignorant de tout, souriait et trinquait, ne sachant pas qu'une tempête d'opinion publique se formait au-dessus de lui, et que la personne qui l'avait déchaîné était sa propre femme. La sensation d'utiliser les mauvaises langues du monde pour punir un traître était à la fois cruelle et étrangement satisfaisante. Comme je l'avais prévu, le vent toxique de la rumeur a fait effet à une vitesse vertigineuse. Quelques jours après la fête, l'atmosphère à la maison est devenue suffocante. Charles est arrivé du travail en fronçant les sourcils, jetant sa mallette sur le canapé avec rage. La forte odeur d'alcool qui se dégageait de lui était indubitable. Moi, qui lisais, j'ai posé le livret, feignant l'inquiétude, j'ai couru pour lui enlever sa veste. « Tu as bu ? Pourquoi autant aujourd'hui ? Il s'est passé quelque chose au bureau ?» Charles a repoussé ma main et s'est laissé tomber lourdement sur le canapé, desserrant sa cravate comme s'il était étranglé. Il a grogné. Bon sang, cette bande de vieilles commères qui inventent toujours des choses pour salir le nom des gens. Je lui ai servi un verre d'eau citronnée et je me suis assise à côté de lui frottant le dos, agité par la colère. Ma voix était l'innocence personnifiée. Qu'est-ce qui ne va pas, chérie ? Qui a dit quelque chose sur toi ? Dis-moi. Qui ne doit rien ne craint rien. Si nous vivons avec une conscience tranquille, que nous importent les dires des autres ? Charles se tourna pour me regarder avec des yeux injectés de sang. Il m'observa attentivement, comme pour deviner si je savais quelque chose, ou si je faisais aussi partie des commérages. Mais mon visage ne reflétait que l'inquiétude et une confiance absolue, ce qui le fit baisser les yeux et soupirer. « Tu ne sais rien. Ils disent par-ci par-là. Ils disent que j'ai une liaison. Et en plus, avec. Mieux vaut que tu ne l'entendes pas. Tu te salirais les oreilles. Ils sont jaloux. Comme ils savent que je suis sur le point d'être promu directeur adjoint, ils essaient de me couler. » Intérieurement, j'ai souri. Alors, tu sais aussi ce que l'on ressent comme douleur et humiliation quand les gens chuchotent dans ton dos. J'ai continué à jeter de l'huile sur le feu avec mon ton doux habituel. Waouh, qui peut contrôler les mauvaises langues ? C'est sûrement parce que tu es de tout le monde, que tu es très séduisant et que les gens t'envient. Mais ne réagis pas si brusquement. Plus tu te défendras, plus ils penseront que c'est vrai. Ignore-les et continue ta vie. Si tu es innocent, personne ne peut rien contre toi. Ma phrase, plus tu te défendras, plus ils penseront que c'est vrai, fut comme une aiguille plantée dans un point sensible. Charles sursauta, se retourna et marmonna, « Oui, je n'ai rien fait, donc je n'ai rien à craindre. » Ça m'agace, c'est tout. Mais j'ai clairement vu sa main trembler, non pas de rage, mais de peur. Il avait peur que la vérité éclate au grand jour, que les rumeurs ne soient pas que du vent, mais la fumée précédant l'incendie. Cette nuit-là, Charles n'a pas dîné. Il s'est enfermé dans la salle de bain et a laissé couler l'eau pendant longtemps, comme s'il voulait laver les mots sales qui s'étaient collés à son corps. Depuis le salon, en écoutant le bruit de l'eau, j'ai ressenti une étrange indifférence. Il souffrait parce que son honneur avait été sali. Mais a-t-il pensé à mon honneur ou à celui de Fabien quand il a commis ces actes dépravés ? Il me méprisait d'être une femme qui ne s'occupait que de la maison. Mais c'était cette même femme qui, pas à pas, resserrait le nœud coulant autour de son cou. Et il croyait toujours que c'était une étreinte affectueuse. Tard dans la nuit, alors que Charles dormait déjà profondément sous l'effet de l'alcool, son téléphone sur la table de chevet s'est allumé, un message. J'y ai jeté un coup d'œil et, sans avoir besoin de le déverrouiller, j'ai lu le bref texte sur l'écran de verrouillage. J'ai si peur. Les gens me regardent bizarrement. Et si on arrêtait ? C'était un message d'Anaïs. J'ai souri avec dédain. Leur alliance diabolique était plus fragile que je ne le pensais. Un peu de pression sociale, et elle commençait déjà à se fissurer. Je n'ai pas effacé le message. Je l'ai laissé là pour que Charles le lise à son réveil, pour qu'il voie que sa petite maîtresse tremblait aussi, et que lui, le soi-disant homme, risquait de tout perdre. Son ivresse de ce soir l'aiderait peut-être à oublier la réalité un instant, mais demain, au réveil, le vrai cauchemar ne ferait que commencer. J'ai éteint la lumière. L'obscurité a inondé la pièce,
mais dans mes yeux, le chemin à parcourir était plus clair que jamais. La pression des rumeurs n'a pas seulement enlevé le sommeil à Charles, mais a aussi profondément affecté Anaïs, le maillon faible de cette histoire. Grâce aux informations du détective et à son comportement dans le groupe de discussion familiale, je me suis rendu compte qu'Anaïs était au bord de la crise de panique. Elle a commencé à agir bizarrement. Elle se connectait tard dans la nuit. Elle publiait des statuts vagues et mélancoliques sur la vie et la solitude et les supprimait quelques minutes plus tard. Chaque nuit, vers 1 ou 2 heures du matin, quand Charles pensait que je dormais, il se faufilait dans la salle de bain avec son téléphone. Ses chuchotements, cependant, me parvenaient dans le silence de la nuit. J'entendais l'irritation dans sa voix et les sanglots à l'autre bout du fil. Anaïs le tourmentait. Elle avait peur des regards de ses collègues, peur de l'amour inconditionnel de Fabien. Alors qu'elle portait une immense culpabilité, elle voulait que Charles prenne ses responsabilités, la protège, ou au moins lui donne une sorte de garantie. Pour soulager la pression, Anaïs s'est lancée dans une spirale d'achats compulsifs. Le détective m'a envoyé des factures de marques de luxe et de cosmétiques coûteux qu'elle payait sans sourciller. Je savais que cet argent ne provenait pas de son modeste salaire, ni de ce que Fabien lui donnait, mais des économies que Charles lui glissait en secret. En voyant les chiffres de ce rapport financier clandestin, j'ai ressenti une douleur aiguë. L'argent que j'avais gagné avec tant d'efforts était devenu le tranquillisant d'une femme adultère. Mais ce qui a le plus attiré mon attention, ce n'étaient pas les produits de luxe, mais une photo que le détective avait prise l'après-midi précédent. Anaïs, portant un masque, d'énormes lunettes de soleil et un air furtif, entrait dans une clinique gynécologique privée cachée dans une petite ruelle. Elle est restée à l'intérieur pendant près d'1 heure et est sortie le visage défait, serrant son sac contre son ventre comme pour cacher un terrible secret. Mon intuition de femme m'a dit qu'une tempête bien plus grande que tout ce qui avait précédé était sur le point d'éclater. La visite d'Anaïs chez le gynécologue à ce moment délicat, ajoutée à sa panique et aux appels nocturnes, ne pouvait indiquer qu'une chose. Elle avait un atout dans sa manche, une arme qui pouvait tout détruire ou la sauver. Une petite vie se formait. Je me suis assise sur le canapé, regardant le ciel nocturne, noir et sans étoiles, et un frisson m'a parcouru l'échine. Si Anaïs était vraiment enceinte, et que l'enfant était de Charles, la tragédie de cette famille atteindrait son paroxysme. Que deviendraient Fabien et mes parents? Comment ferais-je face à une vérité aussi cruelle? Mais j'ai serré les poings, mes ongles s'enfonçant dans ma peau. Quoi qu'il arrive, je ne pouvais pas m'effondrer. J'étais allé trop loin pour faire demi-tour. Si elle prévoyait d'utiliser ce bébé comme bouclier pour faire pression sur Charles ou pour lier Fabien, je transformerais cet enfant en la corde qui les pendrait tous les deux. J'attendrai. J'attendrai qu'elle montre ses cartes, puis je montrerai à tous le visage répugnant de ceux qui invoquent l'amour pour commettre des actes méprisables. La tempête se préparait. Le ciel lourd semblait sur le point de s'effondrer, annonçant un lendemain turbulent. J'ai fermé les yeux, pris une profonde inspiration et me suis préparé pour le prochain coup, un coup appelé les liens du sang. Ce week-end-là, une fine bruine froide tombait sur la ville. Le froid du début de l'hiver s'infiltrait jusqu'aux os, mais à l'intérieur de la petite maison de mes parents, l'atmosphère était chaleureuse. Ça sentait la cuisine maison, et on entendait des rires. Mes parents, des gens de la campagne, simples et travailleurs, ne souhaitaient que voir leurs enfants heureux, alors chaque fois que nous nous réunissions, ils se mettaient en 4 en cuisine sans laisser personne les aider. J'étais dans le salon à éplucher des fruits. Mais mes oreilles étaient attentives à tout, et mon regard ne quittait pas Anaïs, qui était assise, recroquevillée dans un coin du canapé, le visage pâle et des cernes de nuit blanche. Le déjeuner fut servi avec toutes les délicatesses que ma mère avait préparées depuis le matin. Poulet rôti, ragoût de bœuf, jambon et bon vin. Fabien, mon frère, avec son attitude insouciante habituelle, n'arrêtait pas de servir de la nourriture à sa femme, lui racontant des anecdotes de travail et des projets d'avenir. Il la regardait avec un amour et une confiance absolue. En le voyant, mon cœur se serra. C'était comme regarder un enfant innocent jouer au bord d'une falaise. Soudain, Anaïs posa ses couverts sur la table. Le son métallique aigu coupa la conversation. Elle se couvrit la bouche, hésita un instant et, après avoir pris une profonde inspiration comme pour rassembler son courage, dit d'une voix tremblante, « Maman, papa, tout le monde, j'ai quelque chose à vous dire. » Tout le monde se tut, les regards fixés sur elle. Anaïs regarda de côté Charles. Mon mari. Ce regard contenait un mélange de supplication et de menace. Puis elle baissa la tête et chuchota, « Je suis enceinte. »
Ces mots furent comme une bombe atomique larguée sur la table, créant un silence sépulcral qui explosa en un tourbillon d'émotions contradictoires. Fabien resta paralysé quelques secondes puis cria de joie, sautant pour serrer sa femme dans ses bras. « Mon Dieu, vraiment ? Je vais être père. Papa, maman, je vais être papa. » Mes parents étaient radieux. Ma mère, les larmes aux yeux, joignit les mains et remercia les ancêtres. Elle servit rapidement à sa belle-fille une assiette de ragoût chaud. « Mange, ma chérie. Mange pour que mon petit-fils grandisse fort. Pas étonnant que je te vois si pâle ces derniers temps. » Au milieu de cette euphorie, seules 3 personnes ressentaient quelque chose de différent. Anaïs força un sourire, une grimace qui ressemblait à des pleurs. Elle porta la main à son ventre, non pas pour le protéger, mais comme si elle s'accrochait à une dernière bouée de sauvetage. Je suis resté immobile comme une statue, observant tout avec un regard glacial. Mais celui qui a réagi le plus violemment fut Charles. En entendant les mots « je suis enceinte », son visage perdit toute couleur. Les couverts tombèrent de ses mains, faisant un bruit strident au milieu des félicitations. Il fixa Anaïs avec des yeux exorbités de panique et de terreur, balbutiant des mots inintelligibles. Fabien, trop heureux pour le remarquer, se pencha pour ramasser les couverts pour lui en riant. « Beau-frère, tu es si content que tes mains tremblent ? Tu voulais sûrement vraiment être oncle, toi aussi. » Charles sursauta et, prenant les couverts, essaya d'esquisser un sourire qui était plus pathétique qu'une baleine. « Oui. Oui, je suis très content. Félicitations. » Il but un verre d'eau d'une seule traite pour cacher son tremblement, mais la sueur perlait déjà sur son front. J'ai lu son âme sombre à cet instant. Il était terrifié. Cette grossesse n'était pas dans ses plans. C'était une variable dangereuse qui pouvait détruire tout ce qu'il essayait de cacher. Anaïs avait utilisé le bébé comme sa dernière carte pour le forcer à assumer ses responsabilités, ou au moins pour lier Fabien et s'assurer une sortie. J'ai levé mon verre d'eau et, d'une voix calme mais pleine de sous-entendus, je me suis adressé à Anaïs. Félicitations à vous deux. Quelle grande joie, Anaïs. Une grossesse est quelque chose de très important. Assure-toi d'aller à tous les examens pour savoir exactement de combien de semaines tu es enceinte et prends bien soin de toi. En m'entendant mentionner les semaines de gestation, Anaïs sursauta. Son visage pâlit. Elle se pencha précipitamment pour boire de la soupe, évitant mon regard inquisiteur. Le repas continua au milieu des rires de mes parents et de Fabien. Mais sous la table, les jambes tremblaient de peur, et dans le cœur de chacun, une tempête commençait à gronder. Après la fin de la fête, nous avons dit au revoir à mes parents et sommes rentrés à la maison. Maintenant, la nuit, l'intérieur de la voiture de luxe de mon mari plongea dans un silence dense et lourd, à tel point que l'on pouvait entendre le ronronnement du moteur et le bruit des pneus sur l'asphalte humide. Charles conduisait les mains crispées sur le volant, les jointures blanches de tension. Son regard était fixé sur la route, mais je savais que son esprit était un chaos. L'impact de la nouvelle du déjeuner ne s'était pas encore dissipé. La grossesse était comme un rocher qui lui appuyait sur la poitrine, rendant la respiration difficile. Moi, sur le siège passager, j'ai penché la tête en arrière et j'ai fait semblant de dormir, mais en réalité, j'observais chacun de ses gestes. Je savais qu'il était plongé dans l'incertitude, se demandant de qui était cet enfant, de Fabien ou le résultat de ses siestes torrides dans un motel avec Anaïs. Ce doute le rongeait de l'intérieur, le transformant en un lâche pathétique. J'ai rompu le silence. Ma voix, bien que douce, résonna dans l'espace confiné, faisant sursauter Charles comme s'il avait reçu un choc électrique. « Il y a quelque chose qui ne va pas, chérie ? Je viens juste de t'appeler. Pas besoin d'avoir peur comme ça. » Charles déglutit, essayant de garder son calme. « Non, c'est juste que j'étais concentré sur la route. »« Que voulais-tu ? » Je me suis tourné pour le regarder de profil. La lumière jaunâtre des lampadaires filtrant à travers la vitre révélait des gouttes de sueur sur sa tempe. Malgré la climatisation froide, j'ai souri. Un sourire qui n'atteignait pas mes yeux. Je suis si heureuse pour Anaïs et Fabien. Bien que ce soit bizarre, tu ne trouves pas ? Fabien passe sa vie en déplacement pour le travail. Ils se sont à peine vus. Mais quelle précision, hein ? Un cadeau du ciel. Mon commentaire fut comme une flèche empoisonnée droit dans sa peur la plus profonde. Charles fit une embardée, et la voiture vacilla un instant avant de retrouver sa stabilité. Eh bien, ce sont de jeunes mariés. Ces choses arrivent.
Sûrement que c'était lors d'une des visites rapides de Fabien à la maison. Sa voix était un murmure haletant. Il n'osait pas me regarder. J'ai continué mon attaque avec le même ton innocent. Mais si je me souviens bien, Fabien est parti depuis presque un mois et vient de rentrer hier, et Anaïs a dit qu'elle était enceinte de plusieurs semaines. Je n'ai pas oublié de lui demander. Demain, je l'appellerai pour lui dire de faire une échographie détaillée. Avec la technologie d'aujourd'hui, on peut connaître le jour exact de la conception pour voir si ça coïncide avec le retour de Fabien, de peur qu'il y ait une confusion et que le pauvre soit contrarié. Charles devint muet, n'osant plus rien dire. J'ai vu sa pomme d'Adam bouger. Son visage était pure tension. Il avait peur que la vérité éclate au grand jour. Si la grossesse coïncidait avec l'absence de Fabien et les jours où lui et Anaïs se rencontraient en secret, ce serait la condamnation à mort de son honneur et de sa vie. Je me suis tourné pour regarder par la fenêtre, observant les lumières de la ville défiler, et j'ai souri intérieurement. Son silence était la réponse la plus claire. Il ne voulait pas de cet enfant. Pour lui, c'était un désastre, une preuve vivante de son péché. Pour Anaïs, c'était une bouée de sauvetage. Les deux complices commençaient à avoir des intérêts opposés, et c'était la fissure par laquelle je me glisserais pour détruire leur alliance diabolique. Tiens, dis-je juste avant d'entrer dans le garage d'une voix légère comme l'air. Le visage d'Anaïs ne semblait pas être celui d'une femme heureuse de sa grossesse. On aurait plutôt dit qu'elle avait peur de quelque chose. N'as-tu pas eu cette impression? Charles ne répondit pas. Il a juste appuyé sur l'accélérateur et la voiture s'est lancée dans le garage sombre, de la même manière qu'il se lançait tête la première dans une impasse dans sa propre vie. Après cette nuit-là, l'atmosphère dans ma maison et celle de Fabien devint étrangement tendue. Fabien continuait de flotter sur le nuage de la paternité, m'appelant tous les jours pour me parler des envies d'Anaïs. Il la traitait comme une reine. Pendant ce temps, Anaïs et Charles, les deux coupables, vivaient dans l'enfer qu'ils avaient eux-mêmes créé. Je savais qu'Anaïs utilisait la grossesse pour faire pression sur Charles. Elle voulait la sécurité, de l'argent, ou même un statut. Et Charles essayait par tous les moyens de nier sa responsabilité et de se débarrasser de ce fardeau. Assise dans mon bureau, j'ai regardé l'échographie qu'Anaïs avait postée sur Facebook avec un message ambigu, un cadeau de Dieu. Maman te protégera à tout prix. J'ai souri avec dédain. Le protéger à tout prix ou l'utiliser pour faire chanter son amant. Je devais savoir avec certitude qui était le père, mais je ne pouvais pas agir directement. Je ne pouvais pas emmener Anaïs faire un test de paternité. Cela les alerterait et blesserait Fabien prématurément. J'ai appelé Michel. Michel, j'ai besoin de ton aide. Connais-tu quelqu'un à la clinique où Anaïs va pour ses examens? J'ai besoin d'accéder à son dossier médical, mais avec une discrétion totale. Michel soupira à l'autre bout du fil. Qu'est-ce que tu prépares? Voler son dossier? C'est un crime. Es-tu folle? J'ai souri amèrement. Non, j'ai juste besoin d'une seule donnée. La date prévue de l'accouchement. À partir de là, je peux déduire la date de conception. J'ai besoin d'une excuse pour que Fabien commence à soupçonner par lui-même. Si je lui dis maintenant, il ne me croira pas. Il est aveuglé par l'amour. Michel se tut un moment puis accepta. En attendant l'information, j'ai commencé à exécuter mon plan pour les diviser. Je savais que Charles était terrifié. Il craignait qu'Anaïs ne fasse une folie et ne dise tout s'il ne répondait pas à ses exigences. Je devais pousser cette peur à son paroxysme. Ce soir-là, alors que Charles fumait sur le balcon, je lui ai apporté un jus d'orange avec un ton plein d'inquiétude. Chérie, aujourd'hui je suis passé voir Anaïs et elle pleurait inconsolablement. Elle dit qu'elle a le stress de la grossesse, qu'elle a peur que Fabien ne croie pas que l'enfant est de lui parce qu'il est parti si longtemps. Je lui ai dit de ne pas s'inquiéter, que Fabien est un amour, mais elle n'arrêtait pas de marmonner des choses bizarres, comme si quelqu'un la forçait à avorter, que quelqu'un ne voulait pas prendre ses responsabilités. Je n'ai rien compris. Penses-tu qu'elle nous cache quelque chose? En entendant mes paroles, la cigarette lui tomba des mains. Il se retourna brusquement, le visage pâle comme de la cire. Elle a dit ça? Qui l'a forcée à avorter? J'ai haussé les épaules avec le visage le plus innocent du monde. Je ne sais pas. Elle pleurait et disait ça. Ça m'a paru très étrange. Qui voudrait qu'elle avorte? Ma phrase laissée en l'air fit trembler Charles. Il s'arracha les cheveux, faisant les 100 pas comme un animal blessé.
Il pensait qu'Anaïs prévoyait de le trahir, de m'exposer à moi avec des allusions. La peur d'être découvert le remplit de ressentiment envers elle. Il a commencé à la voir comme une femme dangereuse et traîtresse dont il devait se méfier. D'un autre côté, j'ai aussi agi sur Anaïs depuis un faux profil. Je lui ai envoyé un message anonyme. Ton amant essaie d'échapper à ses responsabilités. Il cherche des avocats pour cacher ses biens et prévoit de divorcer pour partir à l'étranger. Toi et ton fils n'êtes qu'un obstacle. Fais attention. Anaïs, en recevant ce message, deviendrait folle. Elle penserait que Charles la trompait, qu'il prévoyait de les abandonner pour se sauver. La méfiance, la peur et l'avidité rongeaient leur relation illicite. Ils n'étaient plus des amants, mais des ennemis. L'un voulait utiliser le bébé comme une arme. L'autre le voyait comme une catastrophe. Et moi, au milieu, je n'avais qu'à attiser un peu le feu pour que cette alliance se consume dans les flammes de sa propre trahison. Alors que le feu dans ma maison se propageait en silence, ma brillante amie avocate m'a apporté une autre nouvelle choquante, une nouvelle qui m'a fait réaliser que l'homme avec qui j'avais partagé ma vie n'était pas seulement un adultère sans scrupules, mais un véritable criminel économique. Ce midi-là, Michel m'a retrouvé dans son bureau. Elle a posé un épais dossier sur la table, me regardant avec une expression grave et compatissante. Hélène, prépare-toi. Le problème n'est pas seulement qu'il a utilisé l'argent de la maison pour entretenir sa maîtresse. C'est bien pire. J'ai ouvert le dossier. Des chiffres, des contrats et des factures dansaient devant mes yeux. C'étaient les preuves que Charles avait utilisé sa position de directeur des achats pour conspirer avec des fournisseurs, gonfler les prix et recevoir des commissions de plusieurs millions d'euros. Cet argent n'allait pas sur son compte, mais était détourné par des comptes fantômes vers une caisse noire qu'il avait créée pour ses propres fins. Regarde ça, dit Michel en montrant un virement marqué en rouge. Cet argent provient d'une entreprise de construction. Il a été transféré sur le compte de sa mère avec le concept remboursement de prêt, mais en réalité, c'est sa commission de 10% pour un contrat de ciment le mois dernier. Au cours des 2 dernières années, il a détourné près d'1 million d'euros. Hélène, c'est un détournement de fonds. C'est un crime très grave. Si l'entreprise le découvre, non seulement ils le licencieront, mais il pourrait finir en prison pendant des années. J'écoutais Michel avec un bourdonnement dans les oreilles. J'ai senti le sol s'ouvrir sous mes pieds. Je savais que Charles était avide, qu'il avait ses combines, mais je n'aurais jamais imaginé qu'il était si imprudent et stupide. Il risquait sa carrière, son honneur et sa liberté pour une ambition sans limite. À quoi a-t-il utilisé cet argent sale? Pour acheter une maison à Anaïs? Pour vivre une vie de luxe? Ou pour préparer un avenir sans moi? La rage m'a consumé. Mais ce n'était plus la jalousie d'une femme trahie. C'était le mépris d'une femme d'affaires honnête envers un fraudeur. Pendant 10 ans, j'avais construit ma réputation. Je lui avais toujours appris à vivre avec dignité, à gagner de l'argent par ses propres efforts. Et pendant ce temps, dans mon dos, il se consacrait à ses affaires louches. Non seulement il m'avait trahi, mais il avait trahi les valeurs les plus fondamentales d'un être humain. J'ai fermé le dossier et j'ai pris une profonde inspiration pour me calmer. Merci, Michel. C'est la condamnation à mort dont j'avais besoin. Je pensais qu'un divorce et un partage des biens suffiraient, mais maintenant non, je ne vais pas le laisser s'en tirer à si bon compte. S'il a osé le faire, il devra en assumer les conséquences. Je garderai ça, et au bon moment, je lui montrerai à quel point l'avidité coûte cher. J'ai quitté le bureau et j'ai conduit sans but dans la ville, regardant les gens aller et venir. Je me suis souvenu des débuts de notre mariage. Nous étions pauvres, mais heureux. Nous mangions des nouilles instantanées et rêvions d'une petite maison. Maintenant, nous avions une grande maison. Nous ne manquions pas d'argent. Mais les gens avaient changé jusqu'à devenir méconnaissables. Charles s'était laissé aveugler par l'argent et le désir. Il avait brûlé le pont qui le reliait à la décence. En arrivant à la maison, j'ai vu Charles regarder la télévision, essayant de paraître calme, mais avec un regard inquiet. Je l'ai regardé et je n'ai plus rien ressenti pour lui, seulement du dégoût et de la pitié pour une vie gâchée. Il ne savait pas encore que la faux pendait au-dessus de sa tête, et que celle qui la maniait était la femme qu'il avait toujours sous-estimée. Cet après-midi-là, le soleil de fin d'automne projetait une faible lumière dorée sur l'asphalte, incapable de dissiper le froid mordant. Assise dans mon bureau à la maison, une tasse de café froid à la main, j'ai regardé l'écran de mon téléphone où le numéro de Fabien apparaissait. J'ai pris une profonde inspiration, retenant un soupir,
et je me suis dit que c'était un remède amer, mais nécessaire. Une douleur aiguë, mais préférable à laisser mon frère vivre dans l'illusion pour le reste de sa vie. J'ai appuyé sur le bouton d'appel. Il a à peine sonné 2 fois que la voix joyeuse et insouciante de Fabien a répondu « Eh, Hélène, quoi de neuf ?» Je pensais justement emmener Anaïs manger un bon barbecue ce soir. En entendant le bonheur dans sa voix, j'ai eu l'impression qu'un couteau se tordait dans mes entrailles, mais je me suis forcé à paraître calme et attentive. « Salut, Fabien. J'appelais juste pour savoir comment vous alliez. Dis, l'autre jour, je me suis souvenu de quelque chose. La clinique privée où va Anaïs, je crois que je connais quelqu'un qui y travaille, une amie du lycée qui est maintenant infirmière en chef, elle s'appelle Chloé. Je ne sais pas si Anaïs la connaîtrait. » Il y eut un bref silence à l'autre bout du fil. Probablement que Fabien demandait à sa femme. Puis j'ai entendu sa voix à nouveau, enthousiaste. « Waouh, quelle coïncidence. Laisse-moi lui demander. Chérie, Hélène dit qu'elle a une amie qui est infirmière en chef à ta clinique. Elle s'appelle Chloé. Ça te dit quelque chose ?» J'ai retenu mon souffle, imaginant le visage d'Anaïs perdre sa couleur à cet instant. Après environ 10 secondes de silence, la voix de Fabien a de nouveau retenti, cette fois avec une nuance de doute. Elle dit que ça ne lui dit rien, qu'elle va aux examens et c'est tout. Elle ne fait pas attention au nom. Pourquoi tu demandes ? J'ai souri légèrement, ma voix chargée d'une fausse inquiétude, mais avec un poids considérable. Oh, c'est juste que je pensais que si c'était un endroit de confiance, c'était mieux. J'allais appeler Chloé pour lui demander de garder un œil sur Anaïs, de bien s'occuper d'elle. Et au passage, de vérifier son dossier pour voir comment se passent les tests, la date exacte de l'accouchement pour qu'on puisse mieux se préparer. Avec des gens qu'on connaît, on est toujours plus calme. Chloé est très méticuleuse. Rien ne lui échappe. Ma phrase, rien ne lui échappe, fut comme une flèche droit dans le mille. J'ai entendu un bruit à l'autre bout du fil, comme si quelque chose était tombé. La voix de Fabien semblait alarmée. « Attention, chérie. Qu'est-ce qui ne va pas ? Tu as fait tomber ton verre ? Tu t'es brûlé ?» La voix d'Anaïs arriva, tremblante et pleine de peur. « Non, il ne s'est rien passé. J'ai juste eu un petit vertige. » J'ai souri froidement et j'ai ajouté un autre coup psychologique. « Elle a eu un vertige ? Eh bien, raison de plus pour être prudent. D'accord, j'appelle Chloé tout de suite. Je lui dirai de vérifier le dossier cet après-midi même et de m'informer. Nous sommes une famille. Nous devons veiller les uns sur les autres. » En entendant cela, je savais qu'Anaïs serait morte de peur. Si mon personnage fictif, Chloé, examinait son dossier, elle découvrirait que l'âge gestationnel trahissait une date de conception correspondant à l'absence de Fabien et au jour où elle voyait mon mari. D'accord. D'accord, je lui dirai. Je dois y aller. Anaïs ne se sent pas bien, et je vais l'emmener se reposer. Fabien a raccroché précipitamment. Sa voix ne semblait plus si joyeuse. Elle était maintenant teintée d'inquiétude. J'ai posé le téléphone sur la table et j'ai regardé par la fenêtre. Des nuages gris s'accumulaient, assombrissant le ciel. Je savais qu'à l'autre bout du fil, Anaïs vivait les moments les plus terrifiants de sa vie. Elle n'oserait pas me laisser demander une vérification. Elle essaierait de l'empêcher à tout prix. Et le seul moyen de le faire était de chercher son complice pour planifier une stratégie. Le poisson avait mordu à l'hameçon. Maintenant, il ne me restait plus qu'à attendre qu'il se débatte pour révéler son erreur fatale. Comme je l'avais prévu, la panique d'Anaïs a atteint son paroxysme. Elle ne pouvait pas rester les bras croisés à attendre sa fin. Immédiatement après mon appel, le traceur GPS que j'avais secrètement placé sous la voiture de Charles s'est mis en mouvement. Le signal clignotait sur mon téléphone comme le cœur battant des deux coupables. Charles a quitté le bureau plus tôt que d'habitude sous prétexte d'une réunion importante, mais il ne s'est pas dirigé vers le centre-ville. Au lieu de cela, il a conduit à toute vitesse vers la banlieue où se trouvaient des salons de thé et des restaurants discrets et isolés. Moi, dans ma voiture, garée à une certaine distance de la sortie de son bureau, j'ai suivi silencieusement le point rouge sur l'écran de mon téléphone. Il a commencé à pleuvoir. Des gouttes épaisses frappaient le pare-brise, créant une atmosphère sombre. Je conduisais automatiquement, le cœur vide, comme si j'assistais aux funérailles de mon mariage de 10 ans. La destination finale de Charles était un endroit caché appelé le Salon du Lotus, dans une ruelle de la banlieue,
un lieu avec des salons VIP privés et des jardins luxuriants, parfait pour des rendez-vous secrets ou pour que des coupables élaborent leurs plans. Je me suis garé à une distance prudente, suffisante pour ne pas être découverte, mais avec une visibilité sur l'entrée. 15 minutes plus tard, un VTC est arrivé. Anaïs en est sortie, couverte d'un imperméable et d'un masque, l'air furtif. Elle a regardé des deux côtés et s'est précipitée à l'intérieur. En voyant la scène, j'ai ressenti un mélange de rire amer et de pitié. Deux personnes qui avaient juré un amour éternel à leur partenaire se cachaient maintenant comme des rats, craignant la lumière et la vérité. Je suis resté dans la voiture, le moteur éteint. Le froid extérieur commençait à s'infiltrer, mais je ne le sentais pas. Dans mon esprit, j'imaginais la conversation qui se déroulait à l'intérieur. Sûrement qu'Anaïs pleurait, blâmant Charles, exigeant qu'il assume la grossesse ou qu'il me fasse taire. Et Charles, se lâche, serait désespéré, cherchant des excuses pour éviter sa responsabilité. L'égoïsme et la peur les pousseraient à s'attaquer mutuellement. Et ce serait le moment où le rideau tomberait. J'ai sorti mon téléphone et j'ai tapé un message. Mes doigts glissaient sur l'écran, chaque lettre aussi tranchante qu'un couteau. Je ne l'ai pas envoyé immédiatement. Je l'ai sauvegardé dans les brouillons, attendant le moment parfait. J'avais besoin d'un témoin oculaire, quelqu'un pour voir la réalité brute de ses propres yeux, pour que la douleur rompe tout lien, pour que personne ne puisse plus mentir ou tromper. Le temps passait lentement. La pluie continuait de tomber. J'ai regardé ma montre. Plus de 30 minutes s'étaient écoulées depuis qu'Anaïs était entrée. Assez de temps pour une dispute, pour des confessions, et pour que ma patience se transforme en action. J'ai pris une profonde inspiration. J'ai retrouvé mon calme. Fabien était sur le chantier, supervisant le coulage du béton avant la tombée de la nuit. Le bruit de la bétonnière et les cris des ouvriers l'absorbaient complètement. Soudain, son téléphone a vibré dans sa poche. Il a essuyé ses mains couvertes de ciment sur son pantalon et l'a sorti. Un message d'un numéro inconnu. Il était sur le point de le supprimer, pensant que c'était du spam, mais la première ligne l'a laissé paralysé, le cœur serré. Ta femme Anaïs et ton beau-frère Charles se rencontrent secrètement au salon du Lotus, salon VIP 3. Vas-y maintenant et découvre de qui ta femme attend un enfant. Ne sois pas l'imbécile qui élève le fils d'un autre homme. Fabien a lu le message 3 fois. Chaque mot était comme une perceuse dans son cerveau, paralysant ses sens. Il ne pouvait pas le croire. Anaïs, sa douce et bonne femme qu'il aimait plus que sa propre vie. Charles, son beau-frère respecté, qu'il aidait toujours. Comment pouvait-il lui faire une chose pareille? Mais son instinct lui disait que quelque chose n'allait pas. Le soupçon, qui avait déjà commencé à grandir avec les allusions de sa sœur, brûlait maintenant fortement. Tremblant, il a appelé Anaïs. Le téléphone a sonné encore et encore, mais personne n'a répondu. Il a appelé Charles. Même résultat. Le téléphone était éteint ou hors de portée. Leur silence était l'aveu le plus clair. Le sang lui est monté à la tête. Il a jeté son casque de chantier par terre et a crié aux ouvriers, « C'est tout pour aujourd'hui. Rentrez tous chez vous. » Sans plus d'explication, il a couru vers sa moto et est parti comme un fou. Malgré la pluie et l'asphalte glissant, une seule pensée occupait son esprit. Il devait y aller. Il devait le voir de ses propres yeux. Les images heureuses de sa famille. Le sourire d'Anaïs. Les tapes encourageantes de Charles. Tout s'effondrait dans son esprit, se transformant en fragments acérés qui lui déchiraient le cœur. Le trajet de 10 kilomètres lui a semblé une éternité. Il a conduit en criant sous la pluie. Les larmes se mêlaient à l'eau, salées sur ses lèvres. Il priait pour que ce soit une mauvaise blague, qu'en arrivant il ne trouverait rien, que sa femme serait à la maison en train de se reposer. Mais sa raison lui rappelait le comportement étrange d'Anaïs, le regard fuyant de Charles au dernier repas de famille. Quand sa moto a freiné brusquement devant le salon, j'ai vu mon frère depuis ma voiture, trempé, les yeux injectés de sang comme un animal blessé. Sans demander à personne, il a fait irruption dans l'endroit avec une fureur qui a fait s'écarter les employés, effrayés. J'ai agrippé le volant, le cœur battant à tout rompre, regardant avec douleur mon frère entrer dans l'antre de la trahison. Fabien a couru comme un tourbillon dans le couloir en bois, ses pas tonitruants couvrant le bruit de la pluie. Il s'est arrêté devant la porte du salon VIP 3, l'endroit indiqué dans le message. Sa respiration était agitée, sa poitrine se soulevant et s'abaissant violemment. De l'intérieur provenaient les sanglots d'une femme et les cris d'un homme.
Des sons si familiers qu'ils l'ont laissé paralysé. Et maintenant, qu'est-ce qu'on fait? Hélène se doute de quelque chose. J'ai si peur. Et si Fabien le découvre? La voix d'Anaïs, tremblante. Tais-toi enfin. Pourquoi n'as-tu pas pris la pilule, et maintenant tu me blâmes? Je t'ai dit d'avorter. La voix de Charles, froide et cruelle. Fabien n'en pouvait plus. De toutes ses forces, il a donné un coup de pied dans la porte. Bang! La porte s'est envolée, s'écrasant contre le mur. La scène qui s'est révélée sous ses yeux était plus crue que n'importe quel cauchemar. Sous la faible lumière, Anaïs était assise par terre, pleurant, les vêtements en désordre. Charles se tenait devant elle avec une liasse de billets à la main, sur le point de les lui jeter. En voyant Fabien sur le seuil, trempé, les yeux rouges comme l'enfer, ils restèrent pétrifiés. Fabien, balbutia Anaïs, pâle comme un fantôme. Charles laissa tomber les billets, qui volèrent à travers le sol. Il resta bouche bée, tremblant, incapable d'articuler un mot. Fabien regarda les deux personnes qu'il aimait le plus au monde avec une boule dans la gorge. La douleur était si immense qu'elle le paralysait. Seuls ses yeux versaient deux rivières de larmes brûlantes. Pourquoi? Pourquoi vous deux? Pourquoi m'avez-vous fait ça? Cria-t-il avec un hurlement déchirant. Il se jeta sur Charles, non pas pour le frapper, mais pour l'attraper par le col de sa chemise et le plaquer contre le mur. Tu es mon beau-frère, mon frère. Comment as-tu pu coucher avec ma femme? Comment as-tu osé? Charles, terrifié, essaya de se libérer, suppliant, Fabien, calme-toi. Laisse-moi t'expliquer. Ce n'est pas ce que tu crois. C'est elle qui m'a séduit. L'excuse lâche de Charles fut la goutte d'eau qui fit déborder le vase. Fabien lui donna un coup de poing au visage. Poh! Le sang jaillit du nez de Charles, et il tomba par terre en gémissant. Anaïs cria et s'accrocha aux jambes de Fabien. Ne le frappe pas, s'il te plaît. C'était de ma faute. Il m'a forcé. Fabien regarda la femme agenouillée à ses pieds, celle qu'il avait autrefois juré de protéger. Maintenant, elle lui inspirait un dégoût infini. Il la repoussa d'un coup de pied. Lâche-moi. Ne me touche pas. Tu me dégoûtes. L'enfant que tu portes est un bâtard, une ordure. J'ai assisté à toute la tragédie depuis le seuil, et les larmes coulaient sur mes joues. Je ne ressentais aucune satisfaction, seulement une immense douleur pour mon frère. La vérité avait éclaté au grand jour à un prix trop élevé. Je suis entré dans la pièce. Ma voix, froide et ferme, résonna au milieu du chaos. Ça suffit, Fabien. Laisse-le. Le frapper ne fera que salir tes mains. Laisse la loi et leur conscience les punir. Mon apparition laissa tout le monde stupéfait. Charles me regarda avec des yeux gonflés. Anaïs baissa la tête, n'osant pas me regarder. Fabien se tourna vers moi et s'effondra, pleurant comme un enfant. Il a couru dans mes bras, tremblant. J'ai caressé le dos trempé de mon frère tout en regardant Charles et Anaïs avec mépris. Préparez-vous. Le rideau est tombé. L'air du salon VIP sentait l'humidité et la pourriture des mensonges fraîchement découverts. Les sanglots d'Anaïs résonnaient, mais personne ne ressentait plus de compassion. Agenouillée sur le sol froid, elle s'accrochait au pantalon de Fabien, suppliant. Fabien, crois-moi, s'il te plaît. Je n'ai jamais voulu te trahir. C'était lui. C'est Charles qui m'a forcé. Il a menacé de te ruiner, de te laisser sans emploi. Je l'ai fait pour toi, pour protéger notre famille. Moi, appuyé contre le chambranle de la porte, j'observais la performance pathétique avec une grimace de dédain. L'impudeur humaine n'a pas de limite. Charles, le nez en sang, entendant Anaïs le blâmer pour tout, explosa. Menteuse. Qu'est-ce que tu racontes? Que je t'ai forcé? C'est toi qui m'as cherché, qui m'as dit que ton mari était inutile au lit et ne te satisfaisait pas. Il donna un coup de pied à Anaïs, qui tomba, se cognant la tête contre la table, mais elle se releva, échevelée comme une furie, et se jeta sur lui pour le griffer. Lâche, misérable. Quand tu prenais ton plaisir, tu m'appelais ton amour, ton trésor, et maintenant que nous avons été pris, tu t'en laves les mains. Tu m'as dit que ta femme était un bout de bois, que tu en avais marre de cette vieille. Ceux qui, quelques minutes auparavant, étaient des amants passionnés, se déchiraient maintenant, révélant leurs secrets les plus sales. Fabien, au milieu de la tempête,
les regardait avec des yeux vides. La déception avait touché le fond. « Assez » cria-t-il. Sa voix, rauque mais imposante, les fit taire. « Vous jouez très bien la comédie. Mieux que dans un feuilleton. Alors, pour vous, je n'étais qu'un clown, un imbécile à manipuler, n'est-ce pas ?» Charles se traîna jusqu'à lui. « Fabien, écoute-moi. Cette femme est une harpie. J'ai juste eu un moment de faiblesse. » Fabien recula, le regardant avec dégoût. « Tais-toi. Ne prononce pas mon nom avec ta bouche sale. La fraternité ? Un frère couche avec ta femme et fait de toi le cocu qui élève son enfant ? » Charles resta sans voix. Anaïs pleura de nouveau. « Fabien, notre fils. Pense à notre fils. » Le regard de Fabien se posa sur le ventre d'Anaïs. Il hésita un instant, puis il devint glacial. « Es-tu sûr que c'est mon fils et non celui de ce misérable ? Et même si c'était le cas, une mère aussi menteuse et volage que toi ne mérite pas de l'élever. » La phrase fut le coup de poignard final. Anaïs s'effondra, pleurant en silence. Le luxueux salon était maintenant un champ de bataille désolé, plein des restes de la confiance et de l'honneur, imprégné de l'odeur de la trahison et du désespoir. Fabien serra les poings, sur le point d'exploser à nouveau. Je savais qu'il était temps d'intervenir. Je ne pouvais pas permettre que mon frère, dans un accès de rage, se retrouve avec des problèmes judiciaires. « Fabien, arrête, dis-je en me mettant entre lui et Charles. Ça n'en vaut pas la peine. Il ne mérite pas que tu ruines ton avenir pour lui. » Fabien me regarda avec des yeux pleins de larmes. « Hélène, ça fait trop mal. Je les déteste. » Je les serrai dans mes bras. « Je sais, mais partons. Rester ici ne fera que nous faire plus de mal. Je m'occuperai de la punition. Je te promets qu'ils ne resteront pas impunis. » Mon calme sembla le rassurer. Il posa sa tête sur mon épaule, s'effondrant. Je me suis tourné vers Charles et Anaïs, qui étaient blottis dans un coin. Mon regard était pur mépris. J'ai sorti mon téléphone. « Vous avez fini votre spectacle ? Eh bien, écoutez bien. Tout ce que vous avez fait, tout ce que vous avez dit aujourd'hui, et même vos ébats dans mon propre lit, j'ai tout enregistré. » En entendant le mot « enregistré », le visage de Charles se décomposa. « Quoi ? Qu'est-ce que tu dis ? Tu as tout enregistré. » J'ai souri froidement. « Pas seulement ça. J'ai 2 minutes de vidéo de vos galipettes dans mon lit conjugal, vos conversations dégoûtantes, les virements bancaires. J'ai tout. Je pensais garder un minimum de respect pour vous, mais je vois que vous ne le méritez pas, alors ne me blâmez pas d'être cruel. » Anaïs s'est évanouie, ou a fait semblant. Charles s'est affalé sur une chaise, transpirant à grosses gouttes. Il savait qu'avec ces preuves, sa vie et sa carrière étaient finies. J'ai pris Fabien par le bras et je leur ai tourné le dos. « Allons-y, Fabien. Laissons-les se dévorer dans leur propre boue. Dans notre maison, il n'y a pas de place pour des gens comme ça. » En sortant du salon, la pluie s'était calmée, mais le vent froid continuait de souffler. Fabien marchait à côté de moi comme un automate. Je ne l'ai pas emmené à son appartement ni chez mes parents. J'ai conduit jusqu'à l'appartement de Michel. C'était l'endroit le plus sûr où il pourrait se défouler sans que personne ne le voie et où je lui montrerais la vérité la plus crue pour qu'il ouvre complètement les yeux. Je le voyais pleurer silencieusement dans le rétroviseur. Mon âme souffrait, mais je savais que c'était une douleur nécessaire. Il devait souffrir jusqu'au fond pour pouvoir enlever cette tumeur et recommencer. Courage, mon frère, pensais-je. Après la tempête, le soleil revient toujours. L'appartement de Michel, au 25e étage, était un havre de paix. Michel avait préparé une chambre et une théière chaude. Sans poser de questions, elle nous a laissés seuls. Fabien était assis sur le canapé, tremblant, le regard perdu. Je savais que les mots de réconfort seraient inutiles. Il avait besoin d'une dose de réalité. « Fabien, regarde ça », dis-je en lui montrant la vidéo de 2 minutes. Son expression passa de la stupéfaction à l'horreur et enfin au dégoût le plus profond. Dans la vidéo, sa douce femme gémissait sous le corps de son beau-frère, insultant son propre mari. Fabien n'a pas pu le supporter. Il a repoussé le téléphone d'un coup et a couru aux toilettes pour vomir. Il a vomi la bile, la confiance et l'amour aveugle qu'il lui avait professé. Je le regardais depuis la porte, le cœur serré. Sa douleur me faisait mal,
mais je me sentais soulagé qu'il connaisse enfin la vérité. Quand il est sorti, son visage était pâle et décharné, mais ses yeux avaient changé. Il n'y avait plus de faiblesse, mais une flamme de haine et une froide détermination. Hélène, je me suis trompé. J'ai été stupide. Je me suis tué au travail pour lui donner une vie meilleure, et elle m'a traité comme un imbécile. J'ai pris sa main. Ce n'est pas ta faute. La faute en revient à la méchanceté des gens. Maintenant, tu dois être fort et résoudre ça. Que comptes-tu faire avec Anaïs? Fabien resta silencieux un moment puis me regarda avec une détermination d'acier. Divorce immédiat. Je ne veux plus jamais la revoir. L'enfant. S'il est de moi, je m'en occuperai. Sinon, je les mettrai tous les deux à la porte. J'ai hoché la tête, admirant sa fermeté. Bien. Je t'aiderai avec les papiers. Et quant à Charles, il ne s'en tirera pas non plus. Demain, il saura ce qui lui est arrivé. Cette nuit-là, nous sommes restés ensemble en silence. La tempête était passée et bien que l'aube apporterait d'autres batailles, nous savions que la justice était de notre côté. Le lendemain matin, je me suis réveillé avec une clarté mentale inhabituelle. Pendant que Fabien dormait, j'ai retrouvé Michel dans le salon. Sur la table se trouvait un dossier scellé, la condamnation à mort de la carrière et de la vie de Charles avec toutes les preuves que nous avions recueillies. Tout est prêt, Michel, ai-je demandé. Elle a hoché la tête, poussant le dossier vers moi. Tout est prêt. La plainte est rédigée, adressée au conseil d'administration, au comité d'audit et au syndicat de son entreprise. J'ai joint une clé USB avec tous les enregistrements, photos et relevés bancaires. J'ai juste besoin de ton approbation pour l'envoyer. Je n'ai pas hésité une seconde. Envoie-le. Qu'il goûte à la saveur de l'échec le plus amer. Michel a sourié, d'un clic, la bombe a été activée. Moins de 2 heures plus tard, la chaîne des événements s'est déchaînée. L'entreprise a convoqué une réunion d'urgence. Ils ont appelé Charles au bureau du PDG. En sortant, son visage était un poème. Il avait la lettre de suspension sans solde à la main. Immédiatement après, des gardes de sécurité l'ont escorté pour récupérer ses affaires et l'ont expulsé du bâtiment sous le regard étonné et les murmures de centaines d'employés. Sa réputation, construite avec tant d'efforts, s'est brisée en un instant. La nouvelle de son infidélité et de sa corruption s'est répandue comme une traînée de poudre. Son nom est devenu synonyme de trahison et de déshonneur. Les partenaires lui ont tourné le dos. Les amis l'ont évité. Son téléphone n'a pas cessé de sonner avec des appels de créanciers et des messages de mépris. Moi, depuis la maison de Michel, je savourais une tasse de thé, imaginant sa situation pathétique avec une sensation de légèreté. Ma punition ne faisait que commencer. Cet après-midi-là, j'ai reçu un appel d'un numéro inconnu. C'était Charles. Je n'ai pas répondu. J'ai laissé sonner jusqu'à ce que ça coupe, puis j'ai bloqué le numéro. Je ne voulais pas entendre ses supplications. La justice, tant professionnelle que personnelle, ne faisait que commencer son cours. Je me suis levé et je suis allé réveiller Fabien. Lève-toi, mon frère. La journée ne fait que commencer. Nous avons beaucoup à faire. Ce midi-là, alors que j'organisais des papiers, la sonnette a retenti avec insistance. En ouvrant, j'ai trouvé 2 hommes d'une banque. Ils m'ont remis un avis de saisie. Le chiffre m'a coupé le souffle, 300 000 €. La maison, notre maison, avait été hypothéquée par Charles dans mon dos il y a 6 mois. Je me suis souvenu du jour où il m'a donné une liasse de papiers en disant qu'ils étaient pour une garantie d'entreprise. Lui faisant confiance, j'ai signé sans lire. Et maintenant, cette signature me mettait face à la ruine. À quoi avait-il dépensé cet argent? En produits de luxe pour Anaïs? En un appartement à son nom, et en investissement raté en crypto-monnaie? Juste à ce moment-là, Charles est arrivé, hagard et puant l'alcool. En voyant les hommes de la banque, il a essayé de fuir, mais je lui ai barré le chemin. Où vas-tu? Entre et assume les conséquences de tes actes. 300 000 €. Tu es incroyable. Charles s'est agenouillé en pleurant et en suppliant. Hélène, sauve-moi. Paie la dette, s'il te plaît. S'ils prennent la maison, nous serons à la rue. Je l'ai regardé avec un dégoût infini. Il n'y a pas de nous. Je vendrai cette maison pour payer la dette. Je garderai le reste en dédommagement pour ma jeunesse perdue, et toi,
tu partiras les mains vides. Tu as hypothéqué ma confiance, et maintenant tu paieras avec ta vie. Il savait que j'étais sérieuse. Je n'étais plus la femme soumise qu'il pouvait manipuler. J'étais la créancière de sa vie. Pendant ce temps, Fabien est retourné à son appartement et a mis toutes les affaires d'Anaïs dans 2 valises. Quand elle est arrivée, elle a trouvé ses affaires dans le couloir sous la pluie. « Fabien, tu me mets dehors ? » « Je suis enceinte », a-t-elle crié en pleurant. Il l'a regardée avec une froideur glaciale. « N'utilise pas l'enfant comme excuse. Va chez tes parents ou chez ton amant. Cette maison n'est pas un refuge pour les adultères. » Il lui a claqué la porte au nez, la laissant seule avec son humiliation. Désespérée, Anaïs est allée à l'appartement que Charles lui avait acheté, mais l'a trouvé à la porte, ivre et hors de lui. « Salope » a-t-il crié en la giflant. « À cause de toi, j'ai tout perdu. » Anaïs a pleuré. « Tu m'as trompé. Tu avais promis de prendre soin de nous. » Charles a ri comme un fou. « Prendre soin de vous ? Cet argent venait de l'hypothèque de la maison de ma femme, et maintenant j'ai tout perdu. Dégage d'ici. » Il a donné un coup de pied dans ses valises, éparpillant ses vêtements dans la rue. Anaïs, assise au milieu du désastre sous la pluie, s'est mise à rire, un rire amer et glaçant. Elle rêvait d'être une reine et a fini enterrée dans une fausse mine d'or. Le lendemain, j'ai donné rendez-vous à Charles dans un café près du palais de justice. Je suis arrivé tôt et j'ai posé sur la table la demande de divorce signée et le dossier de preuve. Quand il est entré, je l'ai à peine reconnu. Il était hagard, avec une barbe de plusieurs jours et de profondes cernes. « Hélène, veux-tu vraiment divorcer ? Ne peux-tu pas me donner une chance ?» a-t-il plaidé d'une voix brisée. J'ai pris une gorgée de thé. Une chance ? Tu as remboursé 10 ans de sacrifice par la trahison, la dette et la corruption. Regarde ce dossier. Si je le remets à la police, combien d'années penses-tu passer en prison ? Charles a jeté un coup d'œil au papier. Son visage est devenu cendré. Il s'est agenouillé au milieu du café. Hélène, je t'en supplie, ne m'envoie pas en prison. Je ferai tout ce que tu veux. Je n'ai ressenti aucune pitié. Lève-toi. Je te donne 2 options. Soit tu signes le divorce, tu pars sans rien, et tu me laisses le reste pour payer la dette. Soit on se voit au tribunal pénal, et tu perds tout, y compris ta liberté. Tremblant, il a pris le stylo et a signé. Sa signature, tordue et tremblante, a mis fin à 10 ans de mariage. Il a baissé la tête, pleurant, non pas de regret, mais pour la perte matérielle. Je me suis levé et je suis parti sans dire au revoir. La nouvelle de notre divorce et du licenciement de Charles est parvenue à sa ville natale comme une traînée de poudre. Comme prévu, ma belle-mère a été la première à réagir. Elle s'est présentée en ville le soir même, furieuse, prête à remettre à sa place la belle-fille qui avait ruiné son fils. Femme sans cœur. Que as-tu fait à mon fils pour qu'il finisse comme ça ? Un homme peut faire un faux pas, et une bonne épouse doit savoir pardonner et le guider sur le droit chemin. Mais toi, tu l'as coulé. Je l'ai laissé se défouler. Je comprenais son aveuglement maternel. Quand elle a fini, à bout de souffle, je lui ai offert un verre d'eau. Buvez, belle maman. Et maintenant, avant de me juger, regardez ça. J'ai connecté le téléphone à la télévision et j'ai passé la vidéo de 2 minutes, puis les photos, les messages et les relevés bancaires. Au début, elle a refusé de regarder, mais les gémissements d'Anaïs et la voix vulgaire de Charles l'ont laissé pétrifier. Elle a vu son fils, sa fierté, commettre l'adultère avec sa belle-sœur, détourner des milliers d'euros vers sa maîtresse, alors qu'elle vivait pauvrement chez elle. Quand tout fut fini, elle resta silencieuse, pâle, la main sur la poitrine. Des larmes roulaient sur ses joues ridées. Mon enfant. Je ne savais pas qu'il était si misérable. Je suis désolé. Je t'ai mal jugé. Ma pauvre. Sa douleur était sincère. Elle était aussi une victime des mensonges de son fils. Vous n'êtes pas à blâmer, belle maman. La faute lui en revient. Je ne peux pas continuer à vivre avec un homme comme ça. Elle est partie la tête basse, portant la honte. Elle ne défendait plus son fils. La vérité l'avait écrasé. Pour moi, c'était le dernier chapitre. Il était temps de commencer à vivre pour moi-même. Avec l'acte de divorce en main, la première chose que j'ai faite a été de mettre l'appartement en vente. C'était une coquille vide pleine de souvenirs sales.
Je voulais effacer toute trace d'eux, comme exciser une tumeur. Le jour du déménagement, en emballant mes affaires dans des cartons, j'ai vu notre photo de mariage. 2 jeunes souriants se jurant un amour éternel. Quelle ironie! Je ne l'ai pas déchiré. Je l'ai simplement décroché, posé contre le mur et laissé là, un hommage à un passé qui n'existait plus. J'ai pris seulement ce qui était à moi, mes livres, mes plantes et un cœur plein de cicatrices qui commençaient à guérir. J'ai remis les clés à un jeune couple, leur souhaitant le bonheur que je n'avais pas trouvé entre ces murs. Avec l'argent de la vente, après avoir réglé la dette, j'ai acheté une petite maison avec un jardin dans un quartier calme de la banlieue. J'ai invité mes parents et Fabien à vivre avec moi. La première nuit dans la nouvelle maison, allongé dans mon lit, écoutant le chant des grillons, j'ai ressenti une paix que je n'avais pas connue depuis des années. J'avais perdu un mari infidèle et une maison luxueuse, mais j'avais retrouvé mon sommeil. Parfois, une perte est le début d'une retrouvaille avec soi-même. Après la tempête, mon frère Fabien est devenu un homme silencieux. Le sourire insouciant avait disparu de son visage, remplacé par un regard profond et mature. Il a quitté son ancien travail, un lieu plein de souvenirs douloureux, et pendant un temps, il s'est enfermé, consumé par le tabac et le silence. Je ne l'ai pas pressé. Je lui laissais simplement sa nourriture préférée à la porte et m'asseyais parfois à côté de lui en silence, pour qu'il sache qu'il n'était pas seul. Un jour, il est sorti de sa chambre, rasé et vêtu d'une chemise propre. Il m'a souri, un sourire encore fragile, mais vivant. « Hélène, je vais bien. Je ne peux pas continuer comme ça. Je dois prendre soin de nos parents et de toi. » Il a trouvé un nouvel emploi dans une entreprise internationale et s'y est plongé, non pas pour fuir, mais pour se reconstruire. Le week-end, il aidait mon père dans le jardin, et les rires ont de nouveau rempli la maison. Je savais que sa blessure était en train de guérir. Quant à Anaïs, j'ai entendu dire qu'elle avait donné naissance à un garçon qui était le portrait craché de Charles. Lui, disparu et harcelé par les dettes, ne lui a pas envoyé un centime. La vie d'Anaïs était une lutte constante, vendant des vêtements bon marché en ligne tout en subissant les insultes des gens qui l'appelaient « l'autre femme ». Un jour, Fabien l'a vue sur une diffusion en direct, hagarde et amère. Il l'a regardée un moment puis a éteint le téléphone avec indifférence. Chacun récolte ce qu'il sème, n'est-ce pas, ma sœur, m'a-t-il dit, et il a continué ses affaires comme si elle était une parfaite inconnue. Son calme m'a rassuré. Quand il n'y a plus de haine, cela signifie que le pardon, ou du moins l'oubli, est arrivé. Notre nouvelle maison s'est remplie de vie. Les dîners sont devenus le meilleur moment de la journée, un espace de rire et d'histoires simples, sans mensonges ni secrets. En regardant ma famille, j'ai ressenti une émotion débordante. La tempête avait balayé la pourriture, ne laissant que les fondations solides de l'amour familial. Nous avions survécu, ensemble. Une nuit, Michel est venu nous rendre visite. Assise sur le porche sous un ciel étoilé, elle m'a dit « Tu es différente, Hélène. Plus sereine, plus radieuse. On dit qu'une femme est la plus belle quand elle n'appartient à personne. » J'ai souri. Ce n'est pas ça. C'est juste que maintenant, je m'appartiens à moi-même et à ma famille. J'ai perdu beaucoup de temps à courir après des fantômes. Maintenant, je veux vivre l'instant présent. Un dimanche matin, alors que je savourais un café et un livre dans le jardin, Michel est réapparu. Cette fois, elle a apporté un plan d'affaires. « Alors, patronne ? Tu vas te reposer pour toujours ? Tu as plusieurs offres importantes sur la table. Des projets à plusieurs millions d'euros. » Mes yeux se sont illuminés. La passion pour mon travail, endormie depuis si longtemps, s'est réveillée. Bien sûr que oui. J'ai 35 ans. J'ai une vie devant moi et des factures à payer. Une femme, avec ou sans homme, a besoin de sa propre carrière et de son propre argent pour marcher la tête haute. Michel a hoché la tête. C'est ma fille. Et sérieusement maintenant, regrettes-tu d'avoir été si dur avec eux ? On dit que Charles travaille comme manœuvre près de la frontière pour fuir ses dettes, et qu'Anaïs a à peine de quoi manger. J'ai posé la tasse de café et je l'ai regardé dans les yeux. Des regrets ? Jamais. Être cruel avec les méchants, c'est être compatissante avec moi-même. Si je n'avais pas coupé les ponts, ceux qui seraient détruits maintenant seraient mon frère et moi. Le karma est juste, Michel. Qui sème le vent récolte la tempête. J'ai juste aidé la récolte à arriver un peu plus tôt. J'ai regardé le ciel bleu où des nuages blancs flottaient paresseusement.
La vie que j'avais devant moi était une toile blanche. Il y aurait peut-être d'autres tempêtes, mais maintenant je me sentais assez forte pour les affronter. Je n'étais plus la femme faible et dépendante d'hier. J'étais Hélène, la femme qui avait traversé l'ouragan et qui peignait maintenant son propre ciel. L'histoire vous a-t-elle plu? Et de quelle ville m'écoutez-vous? Merci beaucoup pour votre doux soutien. J'attends avec impatience vos commentaires sur l'histoire. À l'écran, vous pouvez voir 2 nouvelles histoires de vie que je vous recommande vivement. Il y en a beaucoup d'autres sur ma chaîne. N'oubliez pas de vous abonner. À la prochaine histoire de vie, avec amour et respect.